salut tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode du podcast Le Trio économique. Comme Yann vous le répète souvent, puis comme on le dit jamais assez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Les podcasts sont là 4 semaines après avoir été mis disponibles pour les membres du Patreon. Donc, patreon.com/isénéchal. Vous les avez tout ça là-dessus. Et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Podcast Addict. Éventuellement, ça va être sur Apple Podcasts dans pas long. Puis, c'est ça. Activez la cloche sur YouTube pour avoir les notifications. Puis, il faut aussi vous abonner aux playlists. Comme ça, vous voyez tous les teasers, les épisodes différents qu'on met en intégrale. Puis, ça vous permet de consulter tout ça avec délai parce qu'on se rend compte qu'il y a du monde qui consomme ça. Des fois, ça fait 3 semaines que c'est sorti, mais ils vont l'écouter avec délai. On a quelques stats aussi. C'est ça que je voulais vous parler, messieurs, en commençant sur le public cible. Ça va peut-être vous intéresser. La très grosse majorité des auditeurs ont entre 35 et 44 ans. Ça, c'est sur Anchor qu'on fournit ces données-là. 51% des gens ont entre 35 et 44 ans. 20% des gens ont entre 28 et 34 ans. Le reste, on est 18%, 45-59, et puis dans le 60 ans et plus, on ne score pas très fort. Donc, on serait bon pour vendre de la publicité. On est dans les gens actifs. Le bout, c'est moins bon. Puis ça, je ne sais pas si c'est de la faute à Vincent. Là, c'est c'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'on est à 90% d'hommes, 7% de femmes et entre 1 et 3% de non spécifiés. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être non-genré ou entre les deux, ou je ne sais pas trop. Mais là, 7%, je pense que Vincent, va falloir que tu fasses de quoi. Là. Écoute, je ne sais pas si c'est parce que tu jouais trop dans ta chemise pendant la vidéo. Peut-être, mais c'est aussi peut-être que le 7% de femmes, c'est parce qu'ils sont aveugles. Puis les autres, c'est qu'ils ont le bon sens de m'avoir vu la face. Puis ils se disent non, je peux pas. C'est peut-être intéressant ce qu'il dit, mais on ne peut pas écouter ça avec sa face pour la radio puis sa voix pour l'écrit. C'est clairement pas ça, Vincent, parce que Anchor, c'est Spotify, fait qu'ils ne te voient même pas. Puis sur YouTube, c'est sensiblement les mêmes stats. Fait que c'est autre chose. Ou comme en fait, tu as l'expression, t'as une face pour la radio puis tu as une voix pour l'écrit. Ben, moi, j'ai cette combinaison-là. Non, mais je me demandais, en fait, je t'enlignais là-dessus un peu, Vincent et Yann, je me demandais si c'est quelque chose à laquelle vous vous étiez intéressé parce que j'ai eu accès, pour toutes sortes de raisons, aux stats de plusieurs podcasts là, et énormément de podcasts, pour ne pas dire la majorité, en fait, tu es au minimum à 75% d'hommes. Ouais, c'est vraiment un milieu de ça allait être mon commentaire que j'allais te poser qui était plus sérieux. La plupart, il y a beaucoup de... Les gens s'attendent à... Tu ne peux pas avoir des égalités dans la population qui sont aussi fortes que l'idée que c'est comme la division des genres. Il y a des comportements qui sont beaucoup plus associés avec les hommes en général. Donc, par exemple, les jeunes hommes sont plus violents que les femmes. Donc, tu vas retrouver plus de jeunes hommes dans les prisons. Si tu prends le groupe d'âge, disons, entre 18 et 40 ans, tu vas avoir une très grosse proportion d'hommes, disproportionnellement même. Des métiers qui sont physiquement demandants, les accidents de travail. Tu vas avoir toujours des sortes de déviations de la moyenne. Je ne serais pas surpris que dans les médias sociaux, il y a des applications, il y a des particularités de médias sociaux qui sont plus dirigées qui sont plus intéressantes pour les hommes que pour les femmes. Je sais par exemple que Instagram, Snapchat, les utilisateurs sont largement féminins, alors que des applications comme par exemple YouTube sont largement masculins en termes de ceux qui consomment ceux qui font des commentaires en fait sur YouTube. Donc là, c'est un sous-segment de la population. Tu as des biais qui ne sont pas nécessairement liés à ça. Fait que ce que j'allais dire, c'est OK, on est-tu si différent que ça que le marché typique qui consomme des podcasts? Ça m'aurait surpris qu'on soit différent, qu'on arrive, même arriver à égalité, ça aurait été... Quelque chose que j'ai observé pendant la pandémie, je vais te dire de mon côté, c'est ma page Facebook, plus ce data-là, je l'ai depuis longtemps, était 90% hommes, 10% femmes avant le début de la pandémie. Puis là, je me suis ramassé à plus autour de 70-30, je te dirais. Ouais. Plus la pandémie a évolué, plus le nombre de femmes sur la page Facebook s'est mis à augmenter, quand même assez grandement. C'est quoi les explications? Est-ce que c'est parce que vu que je parlais quand même beaucoup de COVID sur la page Facebook, là,
ça les touchait directement avec les enfants. C'est des sujets qui pognent le plus. Moindrement que tu fais une publication qui touche les enfants, c'est les plus populaires tout le temps. Probablement que c'est ça. Les femmes sont plus touchées par ça. Ça touche leurs enfants, leur vie de tous les jours. Donc, ils vont avoir plus d'intérêt. Je sais que du data, côté politique, ben, tu as été à la DQ un bout, tu as vu les mêmes choses que moi. C'était beaucoup hommes à ce côté-là. Des partis comme Québec solidaire, c'était plus du 50-50 de leur côté. Même là, je n'ai jamais été convaincu pour Québec solidaire parce qu'eux investissent tellement d'en faire le signal qu'ils sont paritaires. Le fait est que si c'était naturel, que c'était naturellement 50-50, ils n'auraient pas besoin de faire l'effort pour recruter. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de mettre des femmes de l'avant proactivement, mais je pense que le fait qu'ils doivent faire un effort pour arriver à 50-50, ça te confirme un peu l'intuition que même la politique en général a une tendance à attirer beaucoup plus les hommes que les femmes. Il y a encore un biais qui existe où est-ce qu'il y a plus d'hommes en politique que de femmes. Ceci dit, moi, j'ai toujours ma joke classique où est-ce que je veux pas plus de femmes en politique, je veux aussi pas plus d'hommes en politique. En général, je veux moins de gens en politique, indépendamment du sexe. Donc, c'est ma joke, mais je l'ai dit, je suis content. Mais en gros, non, je ne suis pas convaincu que même Québec solidaire, si on regardait, si on prenait les gens, qui nous donnaient accès aux données de gens qui ont des cartes actives du parti, je suis prêt à parier que c'est peut-être moins que, disons, la CAQ ou le Parti conservateur du Québec, mais je serais prêt à parier que c'est peut-être du 55-45, 60-40, alors que je suis sûr que si on regardait, par exemple, la CAQ ou le Parti conservateur, ce serait du 70-30 ou 75-25, quelque chose comme ça. Je pense que, par définition, la politique attire plus d'hommes, mais les idées de gauche ont un biais différentiel favorable chez les femmes. Donc, si tu vas dans des mouvements de droite, tu vas trouver effectivement, en moyenne, moins de femmes. Je ne sais pas pourquoi, il y a des explications que les gens ont. La plupart, je les trouve un peu bullshitters parce qu'ils sont tous centrés sur l'idée qu'il y a des espèces de mentalités de masse et que les hommes pensent comme groupe, les femmes pensent comme groupe. Ces explications-là, je les trouve toujours non convaincantes. Moi, ce que je préfère voir, c'est pourquoi il y a des incitations comme ça. Peut-être qu'il y a des contraintes différentes, peut-être qu'il y a des coûts et bénéfices différents. Puis surtout que ça n'expliquerait pas pourquoi c'est les idées de gauche qui sont... Souvent, en fait, c'est ça, c'est là que ces théories-là sur les femmes sont plus comme ça, les hommes sont plus comme ça. Quand tu leur soulignes des différences à l'intérieur du groupe, comme par exemple le fait qu'il y a plus de femmes actives dans les partis de gauche, là, la réponse, c'est ça ne fait pas avec ma théorie, fait que je vais juste mettre ça de côté. Ben, tu sais, comme par exemple la consommation de podcasts, il y a une certaine partie de l'explication là-dessus. Je ne pense pas que c'est la seule, mais c'en est une. Pour écouter des podcasts, il faut que tu aies le temps de le faire ou il faut que tu aies un emploi qui te permette de consommer du matériel audio pendant que tu travailles. Donc, tu sais, moi, dans mon podcast, moi, les auditeurs, tu sais, j'en ai qui sont sur des chantiers de construction et disent moi, de temps en temps, tu sais, j'ai un écouteur, je fais mes affaires, j'écoute des podcasts. C'est sûr que tu ne peux pas vraiment faire ça si tu es en train de, je ne sais pas, couper les cheveux ou enseigner. Dans un, donc, puis ça, même chose avec la grosse crowd aussi de camionneurs. Les gens qui consomment beaucoup de la radio, c'est des gens qui font de la route, de la livraison, du camionnage, ce genre de métier-là, dispatch dans un truc de camion. C'est facile d'avoir une radio, écouter des podcasts, écouter des affaires. Donc, j'ai l'impression que c'est des métiers qui sont traditionnellement plus occupés par les hommes. Malgré que c'est de moins en moins vrai dans le sens qu'il y a de plus en plus de filles qui vont dans ce genre de métier-là. Mais ça reste que je pense que vu que c'est des métiers où tu as la possibilité de consommer ce genre de contenu-là pendant que tu travailles, c'est peut-être ça qui crée une prépondérance. Je ne pense pas que ça explique tout, mais d'après moi, ça en explique au moins une partie. Parce que c'est même trop démesuré, les écarts de chiffres. Puis je te dis, c'est dans tous les podcasts que tu peux avoir accès à des chiffres. Les gens en parlent, c'est même des trucs que tu dis, c'est un contenu qui n'est pas nécessairement orienté vers les hommes. Je dirais que c'est 50-50. Ils sont quand même dans un horizon de 70, 75, 35, 70, 40, 30 tout le temps. Là. Ils sont dans ces eaux-là tout le temps. Je trouve ça plus convaincant comme explication, ce que tu viens de dire. Parce que, par exemple, effectivement, il y a beaucoup de métiers que, si on regarde la distribution des genres à l'intérieur de ces métiers-là, des métiers qui te permettent un peu de
de ne pas te concentrer sur une interaction avec un autre être humain. Donc, tu peux faire une tâche manuelle en même temps que tu écoutes quelque chose. Je suis convaincu que si on regarde, tu vas trouver une proportion très élevée d'hommes dans ces professions-là, alors que des professions dans lesquelles tu as besoin de donner ton attention à une personne, enseignant, éducateur, infirmière, j'essaie de penser à d'autres comme ça, live on the spot, mais c'est peu probable que tu sois capable d'écouter quelque chose en même temps. Aussi, généralement, tu vas trouver beaucoup plus de femmes dans des métiers créatifs. Donc, par exemple, l'écriture, l'édition. C'est tous des trucs que tu peux pas écrire et écouter un podcast en même temps. Tu ne peux pas avoir deux schèmes narratifs qui vont en même temps. Donc, je ne serais pas surpris qu'à cause des différences de métiers, tu as justement des comportements de consommation qui sont liés à ça, qui sont juste un peu différents. En fait, je suis sûr que si on pouvait faire un test statistique, là, on regardait votre consommation d'heures de podcast, puis après ça, on pouvait expliquer ça par exemple, bon, ton revenu, est-ce que tu as un emploi, oui ou non, quel type d'emploi tu as. Je suis sûr que le type d'emploi explique peut-être une partie significative de toute la variation que tu vas avoir dans le temps que les gens offrent à des podcasts. Puis comme ça, c'est corrélé, les occupations corrélées à un certain degré avec le genre. Ouais. Là, je serais pas surpris que ça donne le résultat. Je suis pas mal sûr aussi que si on pouvait sonder les filles qui sont dans le 10 ou le 20%, on trouverait une proportion quand même élevée de filles ou de femmes qui sont dans des métiers justement où il y a du temps disponible pour ça. C'est comme j'ai quelques exemples en tête, mais on en a une de nos auditrices, Yann, sur Patreon. Elle est en agriculture. Là. Donc, en agriculture, c'est son propre patron. Elle peut pendant qu'elle fait ses affaires, ça a un horaire plus flexible, par exemple. C'est un horaire plus flexible. Elle peut mettre de la musique ou écouter des podcasts pendant qu'elle fait des choses sur son propre terrain, ses propres récoltes. Donc, je pense que il y a vraiment une explication de ce côté-là. Yann, t'allais dire? Oui, bien, je regarde les stats justement de la page Facebook qui est rendue 70-30 maintenant, là, comme je disais, 70% hommes. Puis, l'explication n'est pas folle par rapport à la consommation. Je ne sais pas, mais vraiment, dans les catégories d'âge plus âgées, les femmes et les hommes, la proportion se rapproche un peu plus. Ben, tu vois, regarde, ça me convainc qu'on est probablement sur une meilleure piste d'explication. Parce qu'effectivement, si avec l'âge, tu as plus de temps libre et que les gens consomment la même chose, ils ont plus l'option de consommer ce qu'ils voudraient, ben ils vont le faire. D'ailleurs, il faudrait le voir aussi de la perspective des gens qui font des podcasts comme, disons, Joe Rogan, que lui, il a un revenu gigantesque qui vient à faire son podcast. Tu penses-tu vraiment que les gens choisiraient de se priver d'un marché qui est 50% de la population s'il n'y avait pas un revenu à faire de ça? La seule raison pour laquelle tu ne ferais pas un effort, par exemple, comme entrepreneur, comme podcasteur, d'essayer de rejoindre ce groupe-là, c'est que le coût de les rejoindre est beaucoup trop élevé parce que la technologie n'est pas appropriée, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Il faudrait que que tu les payes pour t'écouter pendant qu'ils travaillent, parce que là, pendant qu'ils travaillent, ils sont moins productifs, l'employeur se fâche, ils vont souffrir des pénalités. Dans ce cas-là, le mécanisme, il y a comme un mécanisme de marché où est-ce que, puisqu'il y a un revenu à faire avec les podcasts, ben, pourquoi tu déciderais de juste cibler un groupe particulier? Peut-être que tu aurais un ou deux podcasts qui pourraient faire ça, qui sont exclusivement pour les hommes, mais en moyenne, tu devrais arriver à quelque chose d'égal. La raison qu'en moyenne, tu n'arrives pas à quelque chose d'égal, c'est qu'il doit justement avoir sur ce marché-là un biais qui est lié à la structure des métiers ou quelque chose comme ça. Puis des fois, les gens, ils consomment ce qu'ils aiment aussi. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a des différences. On dirait qu'on a un petit peu plus de facilité. Moi, je refuse ça. Non, mais on a plus de facilité à accepter que les groupes d'âge ont des préférences. Écoute, c'est évident. Là. Je te dis, les hommes et les femmes, ça se rapproche un peu plus quand j'augmente dans les groupes d'âge, mais ça reste que mon 65 ans et plus, ma page Facebook, c'est même pas 4%. Là. C'est très, très, très faible l'auditoire de 65 ans et plus. Puis je m'en vais dans 55-64. C'est 7% à peu près de mon bar. Ce qui est vraiment fascinant, mais en même temps pas surprenant, j'ai le même data pour ma clientèle de votre conseil.net que j'ai quand même construit avec médias sociaux, radio et tout ça. J'ai les mêmes proportions. Là. Mon gros groupe d'âge dans ma business, c'est 35-44. Mon groupe
d'âge principal sur Facebook, 35-44. Mon groupe d'âge principal sur Anchor, Spotify avec toi, 35-44. Puis en même temps, j'ai 37 ans. Il y a une cohérence là-dedans, on s'entend. Là. Mais moi, je te répondrais que, écoute, tu demandes à un économiste d'expliquer quelque chose, il ne va jamais accepter que tu expliques par les préférences. Parce que c'est toujours une sorte d'argument paresseux, puisque tu peux expliquer n'importe quoi. C'est comme une sorte d'explication qui est tellement large que tu ne peux pas expliquer rien. Parce que tu essaies d'expliquer tout avec, tu ne peux rien expliquer. Alors que quand moi je le vois, c'est la question, qu'est-ce qui arrive si je changeais, disons, le coût de consommer un podcast? Qu'est-ce qui arrive si je change? Parce que, par exemple, un des coûts, c'est que tu ne peux pas faire ta job comme il faut, donc tu as des risques de te faire licencier. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, s'il y avait des métiers dans lesquels c'était plus facile, disons, pour les femmes de faire des métiers qui étaient physiquement demandants. Donc, disons, les jobs de construction qu'on mentionnait au début, dans lesquels tu peux faire quelque chose, mais là, la prime à la force physique est comme nullifiée parce qu'il y a de la nouvelle machinerie ou il y a quelque chose qui fait que tu n'as plus besoin d'autant de force physique. Mais dans ce cas-là, tu aurais l'avantage pour les femmes d'aller dans le secteur de la construction augmente. Donc, tu as plus de femmes dans le secteur de la construction. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, le coût pour elles de consommer le podcast pendant qu'ils travaillent va avoir baissé. Donc là, moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas utilisé les préférences. Je n'ai pas expliqué « Ah, ben ils ont changé ce qu'elles aimaient. » Non, c'est que j'ai changé le coût d'exercer tes préférences. Parce que les préférences, ils existent out there. Tout le monde a des préférences. Le problème, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que tu préfères à quoi d'autre tant que tu n'as pas à faire face à un prix, à un coût, à un budget limité. C'est dès que tu tiens compte du budget de la personne, de ce qu'elle peut faire, les ressources limitées qu'elle a, le temps limité, le revenu limité et le prix de toutes les différentes activités, une relativement à l'autre, que là, tu peux savoir qu'est-ce qu'elle préfère vraiment, c'est quoi son vrai ranking des préférences. C'est pour ça que quand moi, les gens disent « Oh, c'est des explications de groupe ou des explications de préférence », je ne suis jamais convaincu parce que c'est comme c'est comme si quelqu'un me disait ben, laissons faire la science économique, laissons faire la logique des choix. On va juste faire des explications quasi religieuses à toute fin pratique, puis petite baguette magique, puis c'est réglé. Puis ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Les départements de sociaux font ça, mais ce n'est pas pour les économistes. Non, je comprends ton point. Écoute, la game aussi avec ça, si tu veux foutre la merde, là, parle de ces sujets-là. Dans le sens que, tu sais, si vraiment tu veux arriver puis choquer du monde sur ma page Facebook, qui est lu, par exemple, par 4% de boomers, 65 ans et plus, même boomers et après-guerre, on va dire. Là. Ils sont juste 4% sur ma page. Fait que si j'ai quelque chose qui dit, parce qu'on s'entend en radio pour donner un show, ça arrive que tu prends des petits raccourcis, tu fais une grosse généralisation parce qu'il faut quand même que ce soit intéressant. C'est la job des animateurs de radio de faire ça. Quand je fais de la radio, moi, sans être un animateur, même si je suis un chroniqueur, à l'occasion, je dois faire des généralisations du genre en disant « Ouais, mais ça, c'est les boomers qui ta. » Ça fout tout le temps. Bon. Là, tu as tout le temps le boomer qui t'adore sur ta page qui vient dire « Ouais, mais je suis pas comme ça, moi. » Ouais, mais là, tu individualises mon propos. Là, puis là, la merde, elle pogne tout le temps. Puis c'est drôle, hein, d'une certaine façon. Là, je veux dire, on a toute de la misère un peu avec ça parce qu'on personnalise tout maintenant. Là, et on se sent toujours touché tout le temps. Mais à un moment donné, quand on fait de l'analyse politique, entre guillemets, quand on fait de l'analyse sociologique ou peu importe, ces généralisations, ils font partie de la vie. Tu ne peux pas arriver et dire mettre le disclaimer en bas, de dire « Ah là là, ça n'existe pas ». Je veux dire, moi, j'ai toujours fait de la politique en me faisant dire que les partis de centre-droit et de droite visent les pick-up et les caravanes. La minivan puis les pick-up, si tu veux savoir si tu vas avoir une bonne élection, tu vas le savoir à 5h30, 6h le soir si les bureaux de vote sont pleins ou sont vides. Ça a toujours été ça. Puis il y a une logique derrière ça. Mais en même temps, c'est spécial qu'il y ait beaucoup de gens qui réfèrent à ce type d'argument-là. Ah ouais, c'est une généralisation. Oui, mais à un moment donné, quand tu fais des sciences humaines, à un moment donné, il y a un genre d'exercice sain des généralités. Là. Tu ne peux pas faire aucun raisonnement et aucune conclusion si tu ne fais pas une certaine généralité. Si
Que si tu fais une étude puis que tu arrives à la conclusion que, je ne sais pas, moi, 78% ou 82% des gens qui font telle affaire sont des hommes, puis après ça, tu te dis, ouais, ben, les hommes font telle affaire parce que c'est un raccourci de langage, c'est une généralité, mais c'est pas basé sur rien. C'est pas genre, ah, j'ai pensé ça. C'est une affirmation que tu fais, ce qui est basé sur une statistique donnée par une étude. Mais ton argument, ça peut pas être, ouais, mais moi, mon père, il n'est pas comme ça. Oui, mais on ne parle pas de ton père, on parle de des moyennes de groupe. Tu sais. C'est comme le dire, ah, ben en général, je ne sais pas, moi, la moyenne de quotient intellectuel à telle place, je ne sais pas, ça a été mesuré, c'est tant. Ouais, mais moi, j'en connais un gars qui vient de là-bas, puis lui, je ne sais pas, il a 62 de quotient. Ouais, mais OK, fine, mais qu'est-ce que ça vient? Ça ne change rien. Tu sais. Moi, cet argument-là, ça me fait penser aux gens qui te disent, quand tu dis aux gens, ouais, mais la cigarette, ça cause plein de problèmes de santé, puis ils te parlent de leur grand-mère qui a 89 ans, qui a fumé 3 paquets du Maurier par jour pendant 25 ans. Là, tu dis, oui, mais ta grand-mère est une anomalie statistique là, ou est un cas isolé. De la distribution. Oui, c'est même pas une anomalie statistique, Frank. Elle fait partie de l'équation. Ben oui. Quand tu arrives, tu te dis les hommes pensent ça parce que 82% des gens, c'est les hommes, tout ça. Mais le 18%, il existe pour vrai. Ah oui. Puis il est normal. C'est juste que c'est une probabilité de rencontrer quelqu'un. Tu rencontres 100 personnes, tu vas en avoir à peu près 82 qui pensent ça. Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est vraiment que les gens ne comprennent pas. On a parlé il y a quelques épisodes, l'innumérisme. Le fait est que si je dis, par exemple, que les hommes sont en moyenne plus violents que les femmes, je ne viens pas de dire que tous les hommes sont plus violents que les femmes. Je n'ai pas dit que c'était deux distributions qui jamais ne se recoupent. Il y a des femmes qui sont probablement excessivement violentes, qui sont prompts à poser des gestes violents, qui égalisent certains hommes. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont avoir des comportements, beaucoup plus d'hommes qui vont avoir des comportements excessifs. Donc, si tu disais, voici une valeur absolue de violence, tu vas avoir un plus grand pourcentage des hommes qui vont dépasser cette sorte de seuil que tu vas avoir de femmes. Puis même des fois, dire que tu as des différences de distribution, ce n'est pas la même chose que de dire que le groupe. C'est dire que, en moyenne, le groupe, ça ne veut pas dire tous les individus. Ouais. Sauf que quand tu parles dans une discussion, tu es obligé de prendre, tu ne peux pas toujours tout expliquer. Donc, tu sais, si dans ta tête, tu as ce background-là, puis là, tu es dans une conversation, puis tu te dis, en général, les hommes sont plus violents que les femmes, basé sur le raisonnement que tu as fait. Tu n'es pas toujours obligé d'expliquer les détails de tous les dessous, mais là, c'est vrai que si tu ne le fais pas, il y a toujours quelqu'un qui arrive et dit, ouais, mais tu généralises. Je le sais que je généralise. Ouais, mais c'est là la vertu. C'est là la vertu, c'est d'être généreux dans des conversations. C'est pas tout le monde qui a le même bagage derrière lui lorsqu'il initie une conversation. Il y a toujours des différences de compréhension. C'est là que c'est important d'être généreux avec la personne, de dire, si la personne ne m'a pas insulté sciemment, si disons, Frank, il est poli, mais je suis un peu surpris de ce qu'il dit, la présomption de bonne foi, la générosité de présumer de la bonne foi, c'est de nécessiter. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Peux-tu élaborer sur ce point-là? Peux-tu m'expliquer exactement ce que tu essaies de dire au lieu de monter sur un grand cheval et de dire que la personne est nécessairement mauvaise parce que soit c'est que les deux, vous parliez de la même chose, mais vous utilisiez des mots qui, pour vous, avaient des significations différentes, ou bien que vous utilisez des concepts qui sont juste complètement différents l'un de l'autre, mais que vous n'êtes juste pas mis d'accord sur comprendre qu'est-ce que l'autre essaie de dire. Je vais donner un exemple, Vincent. Tu dis, mettons, les hommes sont généralement plus violents que les femmes. Cette affirmation peut être totalement vraie. C'est l'affaire, je lance des chiffres comme ça. C'est 10% des hommes qui ont un comportement violent excessif et 3% des femmes qui ont ce comportement excessif-là. Ton affirmation est totalement vraie. C'est l'affaire, c'est si toi, comme auditeur, tu écoutes ça et tu te dis, je suis offusqué, on généralise encore, on dit que les hommes sont violents. Ouais. Non. Le gars, dans sa tête, il pense que 90% des humains, au grand minimum, sont non violents. C'est juste que quand il arrive et il dit, on va juste s'attarder au groupe violent puis voir c'est lequel qui a la plus grande proportion, c'est les hommes. Mais est-ce que ça veut dire les hommes sont violents? Non. Est-ce que les hommes sont plus violents que les femmes? Oui, mais ça n'a pas l'air d'être une grosse différence dans le langage francophone ou dans même anglais ou peu importe. Dans le langage, ça n'a pas l'air d'une grosse différence, mais mathématiquement, c'est un monde de différence qui est incroyable. Absolument. Absolument. Juste, si on pouvait mettre une image maintenant, on pourrait montrer c'est quoi une distribution normale. Puis ce que ça veut dire, c'est que tu as une distribution pour les hommes qui est probablement un petit peu plus à droite, mettons, où est-ce que de la gauche vers la droite, pas violent jusqu'à très violent.
ben, le pic de la distribution pour les hommes est beaucoup plus à droite que pour les femmes. Puis probablement que le pic est plus plat dans le sens que tu as beaucoup d'hommes qui sont excessivement violents, ou peut-être même que, je ne sais pas comment le dire en français, mais on dit skewed. Il y a un skewness dans la fonction. Ou est-ce que tu n'as pas beaucoup d'hommes pas violents? On dit une queue épaisse, Vincent. T'es-tu sérieux? C'est-tu vraiment ça la version française qu'on dit? En tout cas, dans nos cours de maths francophones, c'était ça qu'on disait. Ah, c'est atroce comme traduction. La queue de la distribution est plus épaisse. OK. Ouais, on va juste laisser faire les innuendos ici, là, parce que tout le monde est d'accord sur qu'est-ce qu'on a entendu. Ça qu'on on a tous une image. Là. Ouais, on a toute une image, là, fait qu'on va juste s'en tenir loin de ça. Skewness, hein? Skewness. Ça marche mieux. Il y a des mots qui se traduisent beaucoup. Il y a des termes mathématiques qui sont tellement mieux en anglais. Là. Des fois, je les entends en français, puis ça arrive exactement comme on vient de faire. Je ne suis pas capable d'être sérieux. Je ne pourrais pas enseigner ça, puis arriver, puis dire oui, j'ai entendu ce que j'ai dit, on va juste passer par-dessus. Je perdrais complètement le fil. Mais ce qu'on disait, là, c'est cette idée-là que je viens de faire une explication de ce genre, ce qui est purement statistique, ça nécessite vraiment de la générosité dans la conversation avec la personne avec qui tu discutes. Si tu enlèves la présomption de bonne foi, parce que ce que tu veux, c'est monter sur un grand cheval et attaquer l'autre personne parce qu'elle a dit quelque chose avec laquelle, juste parce que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas essayé de voir qu'est-ce qu'elle voulait dire, ben c'est toi la partie à faute dans ce cas-ci. Puis non seulement ça, mais ça nuit à la conversation. Puis il y a aussi un autre aspect, c'est que je ne sais pas pourquoi ça devient de plus en plus médiatisé, ces choses-là, mais l'idée qu'il peut y avoir des faits sociaux qui sont déconcertants, mais qui n'ont aucune implication morale. Par exemple, on dit que les hommes sont plus violents que les femmes. Est-ce que ça veut dire que dans la loi, il faudrait traiter les hommes plus férocement que les femmes? Non. Si, mettons, on en venait, puis la littérature là-dessus n'est pas bien convaincante selon moi. Là. Par exemple, quand tu regardes, il n'y a pas vraiment des grosses différences entre la moyenne d'intelligence des hommes et des femmes, mais il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'hommes qui sont excessivement brillants, qui dépassent un certain seuil d'intelligence. Tu te rends compte que le docteur Mayou a déjà dit de quoi un peu semblable sur les Noirs, tout le monde en parle, puis ça a mal fini, ça. Malade. Oui, mais ça c'est parce que, OK, lui avait tort, il faut expliquer, parce que le problème, c'est que la plupart des études de quotient intellectuel, le gros problème qu'ils ont, c'est, la standardisation des questions. Donc, il faut que les gens comprennent la même chose pour que ça veuille dire la même idée. Puis l'autre idée, c'est que c'est à quel moment que tu prends la mesure de l'intelligence. L'intelligence est assez fongible à plusieurs moments de la vie d'une personne. Donc, qu'est-ce que tu es en train de capturer? Es-tu en train de capturer de la génétique? Es-tu en train de capturer de l'environnement? Et non seulement ça, mais après, ajoute à tout cela le fait que quand tu regardes, ça, c'était Thomas Sowell qui avait noté ça dans les années 90. Sowell avait montré que plusieurs groupes qu'on avait longtemps accusés d'être à faible QI, en l'espace d'une ou deux générations après, les groupes avaient rattrapé. Donc, par exemple, les Canadiens français, quand ils arrivaient aux États-Unis, étaient considérés très, très, très bas dans la moyenne. Mais en réalité, lorsqu'ils sont arrivés, c'était probablement qu'il y avait des biais dans la mesure, que c'était pas précis. Mais regarde qu'en 10 ans, le fait, donc l'idée que, la raison que je te dis ça, les faits que moi j'ai découvert en faisant cette enquête-là, c'était parce qu'il y avait des gens qui avaient dit des choses comme Mayou. Puis que je me suis dit, soyons de bonne foi, essayons de voir exactement qu'est-ce qui est vrai et pas vrai là-dedans. La réponse est que c'est largement pas vrai. Mais si on se rappelle bien de l'histoire, en fait, il ne me semble pas que c'est ça qu'il disait. Il parlait d'une étude. Oui, il parlait d'une étude d'un gars qui s'appelait Richard Ernstein, puis un autre qui s'appelait Jenks de Harvard des années 70. L'étude n'a pas survécu très bien à la réplication. Il y avait plusieurs failles dans la collection des données. C'était vraiment... C'était pas... À l'époque, elle avait fait vraiment un tollé, cette étude-là. Mais elle me semble que son point, c'était justement le fait qu'elle était encore enseignée. Je ne sais pas trop de quoi il parle. Il me semble qu'il avait dit que cette étude-là était encore enseignée. On utilisait encore ça à l'école de psychologie, en tout cas au département de psychologie d'une des universités au Québec. Là. Il me semble que c'est ça qu'il avait dit. Ça m'étonnerait. Ce papier-là avait été vraiment
vraiment discréditée. Puis là, oublie les médias, là, je parle vraiment dans les journaux scientifiques. Elle n'avait pas survécu à la réplication. Il y a plusieurs autres études qui montrent que ça ne tient pas tant que ça. Mais le point pourquoi je t'avais amené ça, c'était pas tant pour aller vers ce que le doc avait fait dans le temps, mais vraiment en plus pour juste un bout de phrase que tu as dit. Que oui, tu le prends ça, là, tu zoomes, tu fais une clip. T'enlèves le contexte. T'enlèves tout le contexte. Écoute, je peux te faire passer pour un solide misogyne. Oui, les gens mais ça te montre la nature de qu'est-ce qui se passe quand on politicise nos conversations. Oui, c'est ça tu vois que là, les 3 étapes de mon raisonnement dans ce que je disais ici, c'était, regarde, telle affirmation a été faite. On va aller l'enquêter. Après ça, on va faire les nuances. Mais que je disais tout ça, pourquoi? Parce que ça montre la pertinence dans la conversation d'être généreux à l'égard de l'autre personne. Si après, ce que tu vois, c'est que tu as un Doc Mayou qui était à toute fin pratique un troll, selon moi, là, on ne va pas se le cacher. Je pense que le gars, son plaisir, ce n'est pas de dire des choses qui sont nécessairement vraies, mais de dire des choses pour troller qui augmentent les codes d'écoute de son show de radio à Trois-Rivières. Right? Il est à Trois-Rivières. Oh, oui, il est à Trois-Rivières. C'est ça, il est à Trois-Rivières. Tout était correct. OK, je suis peut-être plus sûr, j'ai hésité un petit peu. Il y a du centre du Québec pourtant. Mais l'idée, c'est que en faisant toutes les étapes de raisonnement, en disant, OK, regarde, en étant généreux, on peut voir qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai. Mais aussi, il y a un pattern où est-ce que cette personne-là a souvent dit des choses pour plus choquer que d'avancer une conversation. Donc là, tu peux dire que cette personne-là, tu peux l'ignorer. Au même titre que j'ai décidé d'ignorer certaines personnes qui sont insultantes, blessantes, que je vois que l'argument, tu sais, pourquoi tu ne réponds pas à certaines personnes sur Facebook qui disent « Hey, le gars qui est là, c'est un commentaire raciste. » Est-ce que je réponds à ça? Non, non seulement ça, mais je vais t'enlever des commentaires, je vais te déliter, parce que tu es un troll. Mais l'idée de la présomption de bonne foi, c'est avant que je le sache, avant que je sache que tu es un troll, je vais te donner la présomption de bonne foi pour qu'au minimum, moi, je puisse apprendre quelque chose par l'exercice de la générosité intellectuelle. Puis ça commence à disparaître dans les conversations parce qu'on cherche justement la petite clip que Yann parle pour que là, tout le monde se choque et qu'on entende ce qu'on voulait entendre. Le point, c'est pas ça, c'est que si vraiment tu veux apprendre des choses, des fois, il faut que tu t'exposes à des faits qui pourraient peut-être être déconcertants, mais qui n'ont pas d'implication morale. Puis une des raisons pourquoi c'est comme ça, les clips, c'est que le shaming en ligne est devenu quelque chose où est-ce qu'on a un gain économique à le faire, non pas en dollars, mais la personne, d'une certaine façon, qui va faire du shaming, va prendre une clip de quelqu'un, puis là, cette personne-là passe au bat, va ressentir une satisfaction, va ressentir d'avoir eu l'impression d'avoir aidé l'humanité, de shamer cette personne-là. Puis, on enlève toutes les externalités ou les coûts que cette personne-là pourrait ressentir parce qu'on ne l'a pas d'en face. On ne voit pas qu'elle est blessée intérieurement. On ne voit pas que ça nuit à sa réputation. Puis tout ça, c'est bang, 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 bang sur mon clavier. Je la ramasse, je prends mon print screen, je shame cette personne-là à côté. Puis après ça, je passe à un autre sujet. J'attends de retomber sur une autre histoire. Puis, c'est de plus en plus que ça. Les histoires qui pognent le plus sur les réseaux sociaux, c'est les victimes d'intimidation qui mettent leur intimidateur sur le front page, puis les gens qui pointent du doigt quelqu'un d'autre en voulant le shamer devant tout le monde. C'est les affaires qui deviennent le plus virales sur les réseaux sociaux et c'est de pire en pire. Donc, ça ne changera pas. Là. Ben, c'est plate qu'on doive dire ça, là. Mais en même temps, ça revient encore à... C'est peut-être un peu l'idée que c'est bon d'avoir un peu de shaming. Il y a des gens qui devraient... Si tu dis des choses qui sont inacceptables en société, donc disons que tu tiens un discours ouvertement antisémite ou que tu es ouvertement raciste, tu devrais t'ostraciser. On devrait te regarder du coin de l'œil et te voir avec un dédain absolu. Sauf si tu es un nationaliste québécois. Là, c'est correct.
OK, je sais pas quoi rajouter à ça. C'était un petit commentaire gratuit. Frank, il a fait un hit and run. Il a trouvé quelqu'un qui voulait se fesser 2 secondes. Non, mais c'est parce que j'ai un après. personnage comme ça que je nommerai pas, là, mais lui, il avait dit dans l'émission de Benoît Dutrisac, il disait qu'il était à Montréal, puis il y avait un dépanneur avec je reprends ses mots, il y avait un dépanneur de Chinois où ça parlait pas français, puis il disait, si on était en Irlande, on foutrait le feu au dépanneur. Gilles, ça va mal. Ça va très bien. Vrai? Les Québécois sont des batraciens. Ton gars de Verdun, là, les cheveux m'ont redressé sa tête. Mais normalement, si on était en Irlande, il y a longtemps que son commerce s'est brûlé, il s'est fait casser. Ah, non. Un cocktail Molotov, mon enfant chienne, d'écœurant qui a été éduqué par des colonies anglaises où on lui a montré que la langue de la supériorité, c'était l'anglais, que ce soit au Pakistan, en Inde ou en Afghanistan. L'Empire britannique. Mais voilà. On n'a pas d'empire ici. Voilà. Mais on a un empire à Québec, un petit gouvernement de molasseux, de connivence, qui pratique la conspiration du silence avec une ministre responsable de la langue qui mériterait de marcher sur 4 pattes au lieu de 2 pattes. Attends. Toi, Gilles... t'as mangé du foin, Madame Christine. Sois pas méchant. Sois donc doux un peu. Sois donc fin un peu. Je nommerai pas son nom, mais les gens, ils savent de qui je parle. Là. Je sais pas c'est qui, puis j'ai pas envie de ça. En fait, j'aurais envie de savoir juste pour pas que j'aille engager avec cette personne-là dans l'avenir. Ouais, mais écoute, je vais juste plugger un podcast que je vais faire bien vite. Je viens juste de finir un livre avec John Ronson. Que je déteste pas. C'est le 3e livre que je lis de ce gars-là. Puis je l'aime bien, sérieusement. Il a une façon de raconter. C'est un journaliste. Là, c'est un fouineur. Il sort des histoires. Puis il fait des liens un peu louches entre les histoires. Mais il montre des livres qui sont quand même intéressants à lire. Puis c'était un livre sur le shaming, justement. Là. C'est peut-être pour ça que j'ai dévié la conversation vers là un peu. Puis le livre m'a vraiment intéressé. Mais tu sais, une des histoires, l'histoire à la base de son livre, c'est Justine Sacco, la fille, elle s'appelle. Elle, tu te fais une histoire courte, là. Elle travaille en public relation à New York, dans une grosse boîte. Elle s'en va d'un voyage en Afrique du Sud, je pense, quelque chose comme ça. Juste avant de prendre l'avion, elle fait un tweet. Elle a 170 personnes qui la suivent sur Twitter. On est dans les années 2014-2015. Son tweet, elle fait une couple d'affaires. Là. Elle rit un peu d'un Allemand avant d'elle. Des affaires un peu louches. Puis celui qui n'a pas passé, là, puis vous allez sur Google, vous allez tout trouver le tweet, parce qu'il est encore là en 2021. J'espère que je ne pognerai pas le sida rendu à bas. Ah non, inquiétez-vous pas, je suis blanche. T'sais, la fille est vraiment pas raciste. C'est pas une fille qui est raciste en dedans d'elle, c'est juste... Non, mais c'est un commentaire raciste. Ouais, c'est un commentaire raciste, mais elle, dans sa tête, c'est comme pour rire du racisme. C'est l'affaire, c'est évidemment, ça n'a pas été interprété comme ça. Puis là, on parle de quelqu'un qui... Twitter, c'était moins populaire un peu en 2015. Elle a 170 personnes qui la suivent. Elle ne s'est jamais ramassée au centre d'une tempête médiatique. Veut pas. Elle n'a pas cette expérience-là dans la vie. Fait elle prend l'avion, puis comme toute bonne personne qui prend l'avion, pèse sur flight, sur son chose. Elle n'a plus de réseau pendant un bon temps. Elle atterrit 11 heures plus tard. Elle ouvre son téléphone. Puis, c'était parti sur les réseaux sociaux. C'était l'enfer. Mais genre, l'enfer. Il y a quelqu'un qui avait un compte de 11 000 personnes qui les suivaient. Elle avait retweeté ça. Elle dit c'est scandaleux, quelqu'un qui parle comme ça. Puis, tu sais, il y avait un hashtag qui était parti, qui était trendé. Je pense que c'était Does Justine Sacco arrive yet ou quelque chose comme ça. Là, est-ce qu'elle a atterri déjà? Oui, non. Puis, écoute, mais si tu regardes cette histoire-là, c'est la base du livre de John Ronson qui fait que son livre est vraiment intéressant. Je vais faire un podcast là-dessus au complet. Mais c'est fou. Là. Elle n'a pas eu de job pendant 1 an. Comme conséquence économique, c'était assez violent. Là. Elle a perdu son emploi, évidemment, pas être capable d'être engagée pendant 1 an de temps. Stress, c'est incroyable. Sa face est partout sur les réseaux sociaux, même encore aujourd'hui en 2021. Pas capable de sortir de ce cercle-là. Elle fait le mieux aujourd'hui, évidemment, là, de ce qu'on comprenait malgré 2015-2016, le livre. Je ne sais pas comment elle est réellement aujourd'hui. Mais tu te rends compte vraiment qu'il y a une plaie un peu avec les réseaux sociaux. Tu es capable vraiment de détruire quelqu'un avec ça. Puis tu vois qu'il y a... Tu sais, c'était des fly-by-night, ceux-là qui ont... ou des hit and run, comme tu disais. Les gens qui ont donné une taloche sur le bord de la tête quand elle a fait ce tweet-là, puis qu'il y a eu 1,3 million de personnes qui l'ont fait, ou quelque chose comme ça.
Tout le monde a bien filé en le faisant, puis sont partis. C'est l'affaire, elle a des conséquences encore aujourd'hui, tout ça. Écoute, C'est capoté. Là. Je connais pas assez le cas pour savoir quoi dire sur elle. Là. Je suis sûr qu'il y a plein de détails qu'on ne sait pas. C'est un commentaire vraiment niaiseux. Oh, oui, exact. C'est le genre de commentaire. C'est le genre de commentaire que tu mérites tu mérites une certaine taloche sur la tête. Mais c'est là qu'il y a comme une espèce de tension sur c'est quoi la juste rétribution pour du mauvais comportement. Il y a quand même une belle littérature en psychologie qui montre que l'effort de stigmatiser les gens fait partie de notre nature évolutionnaire. Pour ceux qui sont intéressés, l'article, c'est par un gars qui s'appelle Kurzban. Le titre est assez clair, c'est The Evolutionary Nature of Stigmatization. C'est vraiment l'idée que ça fait partie, comme mécanisme de survie, c'est important de stigmatiser des gens qui n'ont pas des bons comportements de la perspective du groupe. Donc, il y a des normes dans lesquelles on investit et si tu violes ces normes, tu seras puni et ça peut arriver avec des formes assez extrêmes de comportement. Il y a des sociétés, par exemple, dans lesquelles il y a des homicides socialement sanctionnés. Donc, c'est correct de tuer une personne pour certaines raisons. Les Romains le faisaient quand tu avais le droit de tuer le régicide était légal. Donc, si quelqu'un voulait se nommer roi, tu avais le droit, sans même question, de le tuer. Non, mais ça faisait partie de la culture romaine. Il y a d'autres sociétés dans lesquelles si tu voles la nourriture de quelqu'un d'autre dans des moments de détresse extrême, c'est correct si l'autre personne, en se défendant, te tue et vole en plus et peut donc s'approprier ta nourriture après. Il y a des comportements que nous, on ne les voit pas ici parce que c'est pas, ça ne s'applique plus à nous aujourd'hui, mais que dans le contexte de l'époque, de stigmatiser ou d'avoir des comportements avec des punitions extrêmes pour des mauvais comportements, ça fait partie de la nature humaine. La partie qui est difficile à gérer, c'est où est-ce qu'on arrête entre le juste et l'utilité. Puis c'est le grand dilemme éthique qu'on a parce qu'il y a une utilité à stigmatiser, mais il y a aussi un aspect où est-ce que normatif, où est-ce qu'on voudrait ne pas punir trop parce que si tu punis trop, la personne ne peut jamais faire rédemption, ne peut jamais faire acte de piété pour corriger ses erreurs. Tu veux aussi que la personne elle essaie de s'absoudre de son mauvais comportement. Donc, comment tu fais pour arriver dans cette espèce de contrainte entre la vertu de la stigmatisation, parce que c'est important de stigmatiser des mauvais comportements, et que tu veux que normativement, la personne, qu'elle ait une chance de l'autre côté. Mais pas que tu la punisses pour toujours. À un moment donné, la punition doit avoir un terme. Comment tu fais pour équilibrer les deux? Ça, c'est la grande difficulté qui existe vraiment avec tous les aspects actuels. Parce que moi, quand je vois des gens dire cancel culture puis tout ça, je suis. Ouais, il y a un cancel culture là, qui existe, puis ça m'écoeure. Très militant. Très militant, mais en même temps, c'est pas comme si je ne comprenais pas l'origine de la chose. C'est bien de dire que ce gars-là, il agit comme un raciste. Ce gars-là, c'est un ordure. Il ne se comporte pas selon certaines normes de base qu'on devrait avoir en société. Le problème, c'est qu'une fois que tu l'as puni, est-ce que tu devrais le punir une autre fois ou éternellement? Il y a une autre affaire là-dedans, c'est est-ce que tu les normes punir? Oui, mais c'est ça. Est-ce que tu devrais punir des gens selon des normes d'aujourd'hui alors qu'ils ont vécu à une époque où il n'y avait pas ces normes-là? Je veux dire, aller reprocher à Aristote d'avoir été pour l'esclavage, maintenant, il y a quand même bien des Christie de limite. Là. Bon, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment... Tu peux dire qu'il y a un abus clair. Tu peux t'exposer aux sources du passé, conscient de ce qu'elles ont, sans nécessairement importer ce qu'elles ont d'atroce. Si tu dis... Ouais, Karl Marx était un raciste. Je peux quand même lire Karl Marx. Oui. Si je peux écouter Bugs Bunny, même si Pépé n'était pas gentil avec le chat. Non, mais même si on prend des exemples très extrêmes, là, je veux dire, être un nazi en 2021, ce n'est pas la même chose qu'être un nazi en 1923. Là.
En 1923, il n'y a pas eu de génocide encore. Il n'y a pas d'exclusion. Ils n'ont pas pris le pouvoir. Tu peux très bien comprendre qu'un individu dans l'histoire ait adhéré à ce mouvement-là en 1923-1924 parce qu'il voyait là-dedans puis quelque chose qui rejoignait ses idées parce qu'à l'époque, ce n'était pas ce que c'est devenu puis ça n'avait pas la connotation que ça a aujourd'hui. Donc, aller projeter dans le passé des critères de moralité qui sont effectifs depuis, je ne sais pas moi, 3-4 ans, puis d'aller voir des gens en 1921 ou en 1841, puis dire, regarde comment c'était une vidange, Christophe Colomb, il n'aimait pas telle personne. De dire, oui, mais Christophe Colomb, il ne vivait pas à l'époque où tout le monde était pareil. Non, mais attends, tu es en train d'aller dans la mauvaise direction ici parce que tu es en train de faire l'inverse de ce qu'eux, ils font. Tu es un peu en train d'essayer de comme un peu excuser. La phrase que j'aime dire, c'est que je peux expliquer sans excuser. Je peux dire que quelqu'un qui était un nazi en 1923 était une ordure. Parce que peu importe comment tu lis le programme du parti nazi lors du Beer Hall Putsch, c'était des ordures. Il n'y a rien qui... Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on en connaît là, des gens là, qui ont adhéré à des partis ou à des mouvements sans avoir absolument aucune idée de ce dont pourquoi ils adhéraient. C'est ça que je veux dire. Là. Regarde la différence. Tu expliques, tu n'excuses pas. Quand tu dis il a adhéré parce qu'il ne savait pas exactement à quoi, le message était beau dans les généralités, mais la personne n'a pas pris le temps de lire ce qui était derrière. Là, c'est différent, mais regarde, j'aime beaucoup cette phrase-là, expliquer sans excuser. Si tu dis, il y a des gens qui ont survécu. Par exemple, tu regardes dans l'histoire, par exemple, on va y aller avec le cas qu'on jase, l'Allemagne. Il y a un gros dramatisme chez les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale où, il y en a qui ont survécu et donc qui savent ce qu'ils ont fait et qui ont honte, mais ils ne veulent pas le dire. Ils réinventent leur histoire. Il y a du mensonge qui se fait pour essayer de réconcilier. Chose avec les Français. Exactement. Mais tu vois, là, t'excuses pas, mais tu peux expliquer après aussi des comportements qui viennent parce que la personne est consciente qu'il y a eu un changement dans les normes, donc dans le coût d'agir d'une telle manière. Donc, la personne maintenant doit réajuster son comportement, mais aussi parfois de reprojeter dans le passé ce qu'elle était. La manière dont je vois toutes ces choses-là, c'est vraiment, tu n'as pas besoin d'excuser les gens du passé, tu as juste besoin d'essayer d'expliquer ce qu'ils ont fait comme choix. Ça, moi, c'est beaucoup plus pertinent. Je les excuse pas, c'est juste que ma prémisse de base, c'est que la moralité n'est pas rétroactive. C'est juste ça. Ah, mais dans ce cas-là, en fait, je ne suis pas sûr que je serais d'accord avec ça. Parce que le fait qu'on est capable de nous-mêmes regarder des gens dans le passé et se dire ce gars-là, c'était une ordure ou ce gars-là, c'était un héros, ça devient un peu un paramètre sur lequel nous, on essaie de s'ajuster. Dire que, par exemple, William Lloyd Garrison aux États-Unis, qui était le grand abolitionniste, ou W.E.B. Du Bois ou Frederick Douglass, qui, eux, on les juge comme des héros pour leurs efforts, pour le droit des individus, tu te dis, non seulement on a identifié un vilain historique, mais on a identifié un héros, et donc on s'est établi pour nous-mêmes une base normative vers laquelle on devrait essayer, un idéal qu'on devrait essayer de rejoindre. Je pense qu'on peut faire cet effort-là, mais il faut réaliser ses limites. Tu ne peux pas demander à ce que ton passé soit idéal. Le passé est par presque définition toujours sale, plein d'ordures, de cochonneries, de choses qui sont déplaisantes. Mais tu sais, par définition, quand tu vis nous autres, on vit là, dans l'époque contemporaine. Là. On ne sait pas ça va être quoi les critères de moralité que l'humanité va avoir ou que notre société va avoir dans 25, 30, 50 ans de ça. Donc, on ne peut pas s'extraire de ce qui est aujourd'hui moralement acceptable pour dire, écoutez, c'est épouvantable ce qu'on fait, puis il faut arrêter de faire ça parce qu'on ne le sait pas, par définition, où ça va être. Donc, moi, je ne pense pas que parce que là, ça nous semble évident de dire, ouais, mais là, quand même, de tout temps, les gens devaient savoir que l'esclavage, c'est pas correct. Je pense pas, moi. Moi, je pense que dans une dizaine d'années, mes enfants vont m'en vouloir de jeter mes canettes d'aluminium au recyclage. Ça peut être un cas de figure. Ouais. Puis j'ai une automobile avec de l'essence. Tu sais, je comprends ton point. Là. Quand tu regardes où est-ce que la société va, on peut se douter un peu vers où ça va. Il y a des gens qui peuvent être un peu en avance sur leur temps. En même temps, comparer 2021 à 1960 ou à 1910,
Je veux dire, c'est hallucinant l'évolution qui s'est passée dans ces périodes de temps côté mœurs de vie, là. Ça va-tu continuer? Peut-être que ça va finir par ralentir parce que les changements sont quand même gigantesques. Je ne pense pas qu'il y a eu autant de changements entre 1200 et 1600 qu'il y en a eu entre 1910 et 2010. Mais la société va... les mœurs des gens changent à une vitesse qui est grand V. Est-ce que ça va finir par ralentir? Moi, personnellement, j'en viens presque à le souhaiter parce qu'à un moment donné, c'est progressiste par-dessus progressiste par-dessus progressiste. Puis à un moment donné, on ne sait plus c'est quoi qui veut progresser. Là. Je veux dire, je trouve qu'on s'en vient presque à la limite de la confusion là, présentement. Là. On veut tellement être en avance sur notre temps qu'on exagère sur bien des affaires. Là. Mais c'est peut-être juste quelque chose qui est passager, c'est peut-être juste quelque chose qui va continuer. On n'en a aucune espèce d'idée. Mais peut-être que l'histoire va nous juger dans 30-40 ans, comme ça, si on était vraiment des tout croches. Moi, je suis persuadé dans notre cas. Là. Je suis persuadé que oui, peut-être pas, puis peut-être selon des critères qu'on n'a pas encore pensé, ça sera peut-être même pas l'environnement ou les droits des personnes, ça va être autre chose. Je ne sais pas, moi, les droits des animaux. Fais juste penser que, je ne sais pas, moi, imaginons un futur dans lequel tout le monde est végétarien ou vegan. Ben, je vous annonce que les gens du futur vont nous regarder comme trois monstres. Mais... Il y a un podcast sur le steak and egg, là, on est foutu, man. OK. Ben... Mais c'est là que je veux juste faire, parce que quand vous parlez de progrès, c'est là qu'il y a vraiment l'aspect que j'aime beaucoup. C'est une sorte, c'est plus fort chez les conservateurs, mais c'est partagé aussi par les libéraux. C'est l'idée que la société qu'on voit aujourd'hui est comme le résultat d'une multitude de traditions qui ont survécu parce qu'elles servaient une certaine utilité sociale, mais qu'au fur et à mesure que les contraintes, l'environnement changent, on change nos normes, on change nos traditions, on change nos pratiques. Mais ça nécessite vraiment de l'expérimentation. Donc, il faut que tu essaies des nouvelles normes, il faut que tu essaies de jouer un petit peu à la marge, il faut toujours que tu sois un peu en train d'expérimenter. La question, c'est qui devrait être l'expérimentateur? Est-ce que c'est un État qui le fait ou une multitude de gens qui essayent de dire on n'accepte pas ça? C'est pour ça que quand je vois les gens qui sont du cancel culture, si c'est juste sur Twitter, si c'est juste des commentaires comme ça, mon seul commentaire, c'est jusqu'où après on s'arrête pour que la personne fasse son absolution, qu'on l'absolve de ses crimes, que ça soit éventuellement pardonné, qu'on ne veut pas que la punition soit éternelle. Autrement dit, si ça vient du peuple de venir et de dire, OK, ce bout-là de l'histoire, là, il ne mérite pas d'avoir un nom de rue, puis tout ça, puis les gens le demandent, puis on finit par enlever ça ou peu importe. Tu es plus à l'aise avec ça que s'il y a un mouvement marginal qui prend beaucoup de place et que le politique essaie de venir capitaliser là-dessus, puis venir imposer à tout le monde de venir canceller des grands pans de notre histoire, alors que c'est une décision qui est presque irréversible. Je veux dire, si tu arrêtes, mettons, je ne sais pas, moi, on veut oublier notre passé anglais au Québec. On tombe sur cette track-là. Puis là, les politiciens rentrent là-dedans. Puis là, on efface tout ce qui était anglophone de l'histoire du Québec pour que ce soit seulement une histoire française. Bien, au début, les gens qui ont eu une éducation normale vont tous s'en rappeler du fait anglophone, mais après un certain temps, on va finir par l'oublier, puis ça va finir par avoir effet. L'affaire, c'est que jamais dans 100 ans, la population d'elle-même aurait fait ça, de simplement arrêter de parler des Anglais à leurs enfants ou des choses comme ça. Mm-hmm. Effectivement. Ouais. Vas-y, Frank, excuse. Non, j'allais dire, parce qu'à un moment donné aussi, il y a la question de est-ce que c'est vraiment raisonnable de tenir à quelqu'un ou tenir quelqu'un rigueur d'une phrase qu'il a dit dans sa vie ou d'un propos, d'une erreur? À un moment donné, les gens, il n'y a personne de parfait, les gens ont le droit à l'erreur. Tu sais, je voyais à un moment donné, il y avait une espèce de patente là, sur Facebook. C'est des gens qui demandaient à ce qu'on enlève la rue à Québec qui s'appelle la rue Jacques-Parizeau à cause de sa déclaration en 1995 au lendemain du référendum. Le soir du référendum. Tu dis là, allez voir revenir à un moment donné de. Est-ce que si on commence à faire ça, je veux dire, vous allez voir. En fait, un peu l'histoire là-dedans, c'est que si tu revisites le passé, tu vas voir tout le monde. Tu dis, nomme-les toutes, là, Beethoven, Jean-Paul, nomme toutes les personnalités qui te viennent par l'esprit, le Churchill, De Gaulle. Tu vas voir leur passé.
tu vas te rendre compte que tout ce qu'ils ont fait, à un moment donné, à quelque part, il y a quelque chose qui va accrocher avec nos catégories modernes. Tu vas te dire, ouais, il est un peu misogyne, ce bonhomme-là, il est un peu raciste, il est un peu colonial, il est un peu ci, il est un peu ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, en réalité, même les gens qui vivent aujourd'hui ont de la misère à correspondre à 100% à l'idéal de moralité qu'on se figure. Donc, imaginez, je sais pas, imaginez Churchill, imaginez Parisot, imaginez, puis là, plus tu remontes le temps, plus ça devient difficile de trouver des gens qui correspondent à notre idéal de moralité. Donc, à un moment donné, est-ce que ça revient un peu à ce que tu disais, Vincent, sur la politisation. Est-ce qu'à un moment donné, le fait de mettre une statue de quelqu'un, c'est nécessairement une référence politique pour dire, ah, bon, on met la statue de, je sais pas, de Jacques Parizeau là parce qu'on idolâtre le personnage, ou c'est juste parce qu'on met une statue de tous les premiers ministres pour témoigner du passé, et puis c'est un acte historique et patrimonial, mais il n'y a pas de militantisme politique derrière ça. Ça dépend comment on voit. Moi, pour moi, le nom d'une rue n'est pas un symbole politique, c'est un témoignage, c'est un c'est un signe de patrimoine, c'est du patrimoine. Là. Attends une minute, là. C'est pas vrai que c'est que du truc qui apparaît d'en haut comme bien intéressé par l'histoire elle-même. Il y en a qui le sont. Il y a des gens probablement que c'est uniquement par vertu historique. Mais je ne suis pas convaincu que c'est une grande proportion d'une part. Je pense qu'il y en a vraiment que c'est les idées qu'une personne représente. C'est pour ça que, par exemple, au dévoilement des statues, je suis sûr que si on regardait la liste des gens qui ont été invités pour le dévoilement de la statue de Robert Bourassa, ce n'est pas la même liste de gens qui ont été invités pour le dévoilement de la statue de Jacques Parizeau ou de René Lévesque, que tu choisis un peu qui t'essaye d'avantager ou quand est-ce que tu dévoiles la statue. Donc, par exemple, la statue de Duplessis est restée cachée pendant longtemps dans les archives de l'Assemblée nationale. Je ne me souviens pas c'est qui l'a dévoilé. Pareil, hein? Mais je veux dire, quand on y pense, là, tu te dis c'est un des premiers ministres qui a été le plus longtemps au pouvoir. Puis, l'effort de cacher l'ère Duplessis, c'est incroyable. Oui, mais l'effort, mais c'est ça. Mais moi, le point que je veux vraiment faire, c'est que c'est là que ça devient important de parler de l'État. Parce que l'État, l'État a besoin de symboles, le politique a besoin de symboles pour se justifier, pour justifier son organisation, son pouvoir. Et les symboles, c'est tout à fait important. Mais le problème que ça a, c'est que c'est là que tu t'en viens un peu à faire par boucle de rétroaction. Tu politicises ton histoire où est-ce que peut-être 20, 30, 40 ans plus tard, les gens vont dire hey, pourquoi lui a ce rôle-là? Lui, c'était une ordure. C'est là que le rapport à l'histoire est vraiment difficile. C'est pour ça que le point que j'essaie de faire, puis que tu vas toujours être perdu dans une clip de 10 secondes, c'est que tu devrais laisser la société civile négocier elle-même, à l'intérieur d'elle-même, sans le rôle du politique, comment est-ce qu'elle a son rapport à l'histoire. Parce que si tu lui donnes la liberté de faire cette négociation-là, tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui dit non, on ne va pas garder la rue, on ne va pas nommer une rue après quelqu'un qui est un meurtrier ou un esclavagiste. On ne veut pas ça, puis on aimerait même mieux oublier cette personne-là de notre histoire parce que ça ne reflète pas qui nous sommes. D'autres pourraient dire, ben, je pense qu'on devrait s'en rappeler pour que justement on accepte la partie plus obscure de notre relation avec le passé. Et c'est là que ça devient un acte de négociation. Puis, par exemple, quand aux États-Unis, les gens parlaient des statuts ou des noms de bases militaires. Pour les bases militaires, c'est un peu plus difficile, ce que je t'avais de dire. Mais pour les statuts, la solution était fort simple. Vends-les, privatise les statuts. L'État ne devrait pas avoir à dépenser des ressources pour glorifier une personne ou une autre. Après ça, laisse à la société civile la liberté de décider ce qu'elle fait des individus, de négocier si quelqu'un veut acheter, par exemple, une statue pour la détruire. Donc, tu veux détruire une statue. Parce qu'il y a une statue, par exemple, en Caroline du Sud, qui est de Nathan Bedford Forrest, qui était le fondateur à toute fin pratique, pas toute fin pratique, le fondateur du premier clan. Sa statue est encore, je pense qu'elle a été détruite récemment, mais je peux très bien comprendre pourquoi. En fait, moi, j'aurais été une des personnes qui aurait été très fière de payer de l'argent pour qu'on détruise cette statue-là, de dire non. Écoute, si l'autre personne, je suis prête à prendre. Je pense qu'il faut qu'elle reste là, la statue. Bien, tu vois, la différence de ce qu'on dit, c'est pas sur la substance de c'est qui s'en occupe. Mais il y a un côté irréversible un peu à ça, Vincent. Prends ton exemple de la statue. Là. Je pense que ça parle beaucoup. Bon, OK, moi, j'arrive,
puis je suis un militant antiraciste, je veux bêter pour éliminer la statue. Frank, lui, c'est un historien qui a à cœur l'histoire, puis qui dit non, il faut qu'elle reste. Bon, les deux, on bête tout ça, c'est moi qui gagne. J'ai la statue, je sors le bat de baseball, beding, bedang, il n'y en a plus. Ben, l'affaire, c'est que c'est irréversible. Tu sais, il faudrait que Frank refinance une nouvelle statue. Des choses comme ça, un moment donné, tu es là, tu te dis, la journée que tu effaces l'histoire, c'est dur de revenir. Oui, mais tu dis ça, mais je ne suis pas d'accord. Parce que tu regardes l'histoire, il y a plein de choses qu'on a effacées de notre histoire, qu'on oublie, parce qu'on veut les oublier. Ouais, si on devait se rappeler de tout, pense juste en termes économiques ici. Si on devait dépenser toutes les ressources, on essayait de se souvenir de tout ce qu'on a fait dans notre histoire, on ne serait pas capable de faire autre chose. Juste parce que le poids de l'histoire grandit avec le temps. Tu ne peux pas nécessairement avoir un rapport parfait avec le passé. Des fois, c'est normal qu'on oublie des choses. Il y a plein de choses du passé qu'on ne sait plus, qu'on a oublié, des connaissances, des individus, des personnages. C'est une limite qu'on n'a plus, par exemple, aujourd'hui. Tu sais, peut-être qu'une statue, oui, ça prend un espace physique, mais moindrement qu'on parle de texte ou des choses comme ça, on avait des limites à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui. Je veux dire, avec la numérisation, avec... Oui, mais juste le temps que tu passes, quelqu'un doit le produire, le texte, quelqu'un doit l'écrire, d'une part, mais après ça, quelqu'un aussi doit prendre le temps de le lire. Donc, tu ne peux pas avoir un rapport parfait avec le passé où est-ce que tu te souviens de tout. Il y a des choses qu'on va oublier. Je pense que c'est normal qu'on oublie. La commémoration, ce n'est pas un exercice de mémorisation. C'est différent, c'est plus complexe. Fait que c'est normal qu'on oublie des choses. Ce que je suis mal à l'aise, par exemple, c'est de détruire, par exemple, des livres ou d'informations en soi, mais des statuts, des symboles. Non, je n'ai pas de problème si dans l'exercice de la négociation de la société civile, où est-ce que les gens essayent de dire, ben ça aussi, que tu en viennes à une sorte de compromis, ben c'est ça l'exercice de la vie en société. Ce qui est sûr, c'est que même si mon résultat à moi pourrait ne pas être idéal, ben, lequel des deux mécanismes a le plus de chances d'être atroce? Celui qui vient d'un politicien qui impose un one size fits all, ou celui dans lequel il y a un processus de négociation où est-ce que les gens échangent, arrivent à une sorte de compromis par délibération. Je pense que le mien, même sans être parfait, a plus de chances d'arriver à un rapport avec l'histoire qui est peut-être plus consensuel. Ça serait pas mal ça que je dirais. Fait que moi, c'est vraiment plus nuancé ma position que ce que tu entends généralement. Oh non, ça, je le crois puis je le comprends parfaitement. Écoute, beaucoup de philo, c'est toute la faute à Frank. C'est le trio philosophique aujourd'hui. Mais il faut vraiment qu'on prépare 3 sujets pour faire une introduction d'1 heure. Je t'avais envoyé une vidéo la semaine passée. Les Californiens fuient la Californie. Bon, ça, c'est le titre, évidemment, mais quand on décortique un peu ce qu'on se rend compte, hausse des prix de l'immobilier quand même assez importante. Taxation, évidemment, en forte hausse aux États-Unis. Une certaine liberté quand même de traverser les frontières aux États-Unis entre chacun des États qui est très grande. Des opportunités incroyables dans les États limitrophes également. Nevada, Texas, name it. Donc, on voit plusieurs personnes fuir la Californie présentement. Par contre, la Californie est quand même assise sur un lot de multimilliardaires en réalité. Donc, on pense à Elon Musk, par exemple, qui lui va fuir, justement, va quitter la Californie pour s'en aller à Austin. Au Texas, me semble. Oui, il s'en va à Austin. Dans la vidéo, on expliquait justement que même au New Jersey, c'était déjà arrivé à l'époque qu'on soit obligé d'amender un budget parce qu'il y avait un milliardaire qui avait quitté l'État. Ça, j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a donné l'idée qu'il faut que je fouille c'est qui exactement à un moment donné parce que c'est une bonne histoire à raconter. J'ai pas pris le temps, puis là, je viens de me rappeler, il faut que je prenne le temps de fouiller ça. Plusieurs implications, mais le plus gros défi que les Californiens avaient, c'est de dire ben, l'employé de Google n'est pas sur le bord de fuir. Oui, on parle de télétravail avec la pandémie, tout ça, mais la réalité, c'est que Google, Apple, ces compagnies-là, n'importe quelle tech, n'ont aucune difficulté à trouver du capital, donc ils n'ont aussi aucune difficulté à augmenter les salaires.
Le problème, c'est que les gens qui travaillent chez Google, ils font leur épicerie, puis à un moment donné, ça va prendre quelqu'un qui va emballer l'épicerie, puis ça serait le fun de ne soit pas payé 125 000 par année. Fait que c'est vraiment le défi de la Californie, selon cette vidéo-là. Ce qui s'en viendrait, ce serait ça, là, vraiment les jobs de service à l'entrée du marché du travail qui ont de la difficulté à trouver des gens, puis principalement parce que ces gens-là, même s'ils veulent travailler, ne peuvent pas se loger techniquement là, à cause des coûts exorbitants de l'immobilier. Fait qu'il y a cette distorsion-là qui nuirait dans le futur proche à la qualité de vie des Californiens éventuellement, puis ils s'en vont vers les autres États, ces gens-là. Puis évidemment, la question que tout le monde va vouloir te poser, c'est-tu vrai que quand un Californien quitte la Californie pour aller à Austin, il va se mettre à voter démocrate là, puis il ne se rendra pas compte qu'il va scraper l'État du Texas complètement. Si tu regardes la ville d'Austin, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'effectivement, c'est devenu une ville démocrate. Là, mais tu vois, j'ai plein de généralités, puis je sais que si je donne des généralités avec Vincent, je donne 1 heure de talk. Fait que je te garoche tout ça, puis là, je vais te laisser t'amuser un peu avec ça, puis on va starter la discussion là-dessus. Ben écoute, la première réponse quant à est-ce que les Californiens changent grand-chose? Pas vraiment, parce que quand tu regardes le part des études sur l'immigration, est-ce que les immigrants ont un effet tant en termes de flot d'immigrants que de stock d'immigrants, donc la quantité et le nombre qui entrent? Il n'y a pas l'air d'avoir d'effet, que ce soit des immigrants internationaux. Donc, tu devrais t'attendre à ce que des immigrants internationaux ont probablement plus de différence que des immigrants à l'intérieur des États-Unis. Quand on regarde des immigrants internationaux, pas vraiment d'effet. Pas d'effet sur quoi, juste pour... sur les institutions, excuse-moi, sur, par exemple, les politiques publiques. En fait, il n'y a pas, quand on regarde les sondages d'opinion, il n'y a pas vraiment beaucoup de différences d'opinion. À l'exception de 2 ou 3 sujets où est-ce que les immigrants sont différents de la population native. Donc, ce n'est pas qu'ils sont... Parce que les gens peuvent croire des choses absolument ridicules et fausses, mais sans qu'il y ait de différence entre les 2 groupes. Donc, les 2 groupes peuvent croire des absurdités comme que les tarifs causent la croissance économique ou des choses comme ça. Puis les 2 croient cette même stupidité à des proportions égales. Ben moi, personnellement, j'ai plus tendance à penser qu'un Californien qui quitte son État puis qui choisit son prochain État va choisir un État quand même en fonction de ses valeurs. J'ai plus pour mon dire, puis je pense que tu dis la même affaire. Si le Californien choisit Austin, c'est pas mal plus parce que Austin s'en allait démocrate de toute façon, bien avant que le Californien transforme Austin en ville démocrate. Là. Il y a probablement ça, mais il y a aussi le fait que le Parti démocrate de la Californie, le Parti démocrate du Texas, c'est pas le même parti démocrate. C'est pas le même parti démocrate. Donc là, il faut que tu minimises un peu l'effet des différences qui sont décrites. Tu ne peux pas uniformiser autant que ça. Tu pourrais avoir, par exemple, peut-être plus de congressmen qui sont démocrates, mais pour l'État au complet, tu vas avoir des républicains qui vont émigrer. En fait, je ne serais pas surpris que si on regarde qui émigre des États de la Californie, je ne serais pas surpris qu'il y ait un biais vers certaines idéologies, donc des gens qui sont peut-être un petit peu plus portés à voter pour... Puis, il ne faut quand même pas oublier une chose, là, à l'exception de la dernière élection, la Californie a donné beaucoup de républicains d'importance, dont un que tous les républicains admirent, Ronald Reagan. C'est pas comme si Richard Nixon aussi, c'est pas comme si la Californie avait... Arnold. C'est pas comme si la Californie n'avait pas de républicains, donc c'était que des démocrates. Non, c'est parce qu'on pense au grand centre urbain. Oui, on pense à ça, mais dans ce cas-ci, quand tu mets tous ces éléments-là en contexte, c'est dur de croire que des démocrates, des gens de Californie qui vont au Texas vont recréer la Californie au Texas. Je ne suis pas convaincu de ces affaires. Ouais. Mais ça n'aura pas même peut-être l'effet inverse, en fait, que plus que, mettons, par exemple, des gens de New York, parce que j'ai vu l'autre fois un truc, c'était le gouverneur de la Floride qui parlait, le DeSantis, puis il disait qu'en fait, la Floride semble, c'est sûr que c'est son point de vue à lui de militant, ça je le concède, mais il disait que à venir jusqu'à pas si longtemps que ça, la Floride, c'était toujours un swing state. Puis là, de plus en plus, la Floride attire, dans le fond, les gens qui sont républicains, mettons, mais qui restent à New York puis qui veulent émigrer en Floride. Là. Donc, la proportion de gens qui votent républicains aurait plutôt tendance à augmenter, ce qui serait l'inverse
de ce que les gens disent, que les gens partent de leur état d'origine pour venir importer ou, disons, recréer ce qu'ils ont fui. Là. Lui, il disait qu'en fait, c'était l'inverse. Je pense qu'il répondait à une question d'un journaliste qui avait posé cette question-là. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne le sais pas, mais moi, j'aurais plus tendance à penser ça dans le... Mais que tu quittes aussi... pour quelque chose qui te ressemble plus. Là. Il y a aussi le fait que c'est... Écoute, je vais le dire de même. L'idéologie, ce n'est pas un truc parfaitement inélastique. Des fois, ça peut être aussi simple que tous tes amis autour de toi sont démocrates, donc tu votes démocrate. Tu t'en vas dans un État où il y a beaucoup plus de républicains. Il y en a des gens qui sont des pushovers puis qui vont voter républicain. Puis ça fit avec les comportements électoraux. La plupart des gens sont... D'où la fameuse phrase au Québec, « T'as-tu gagné tes élections? » Oui, effectivement. Il y a toujours... Ça, les vagues, les fameuses vagues. Mais ça fait freaker du monde quand je leur dis, mais gardez toujours en tête, tu as un 5 à 10 % de la population qui est là à chaque élection là, et ils ne votent que pour gagner l'élection. Ils pensent que c'est un site de Paris, cette affaire-là. Là. Alors vrai. Que le résultat d'une élection, c'est toujours une défaite. Là, by the way. Oui. Merci, Frank. Merci, Frank, de jouer à moi. Arrête de licher Vincent. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des gens qui veulent voter pour le gagnant. Je ne sais pas pour ta proportion, mais quand il en existe et que ce n'est pas mineur, je suis prêt à le croire. Mais il y a aussi le fait que des fois, c'est la part des électeurs, si tu regardes la quantité de temps que les gens investissent pour voter, c'est très peu. En fait, Jason Brennan, qui est mon philosophe préféré, qui est à Georgetown, il catégorise les électeurs en 3 groupes, dont un qui n'existe pas vraiment. Celui qui n'existe pas vraiment, c'est les vulcains, qui sont des votants absolument bien instruits, qui investissent du temps pour comprendre parfaitement qu'est-ce qui se passe, pondèrent les probabilités. Il dit, s'il a existé, je ne le sais pas qui il est. Après ça, tu as les hobbits, qui sont le groupe de, tu peux t'imaginer qu'est-ce que les hobbits sont dans le Seigneur des Anneaux, les gens qui font pas grand-chose politiquement, qui s'intéressent que minimalement, mais ils préfèrent vivre leur vie au quotidien, qui sont tranquilles, ne peuvent pas être trop dérangés par le processus. Ça, c'est la majorité des votants. Le reste, c'est le groupe qui appelle les hooligans. Puis le hooligan, c'est les gens que, quand tu vas, par exemple, dans les stades en Europe, c'est les partisans les plus féroces. Exactement. Ceux que, par exemple, en Grande-Bretagne, les gens ne savent pas ça, mais plusieurs des stades, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une section réservée pour les spectateurs qui sont de l'équipe adverse. Ils ont une porte d'entrée différente, une porte de sortie différente des autres et ils ont des stationnements différents pour pas qu'ils soient en contact l'un avec l'autre parce que ça a des chances de virer en violence. Mais ça, c'est des hooligans, c'est des gens qui sont tellement féroces que tout ce que l'équipe adverse dit, c'est atroce. Le problème, c'est que ces gens-là, c'est eux qui ont le comportement inélastique politiquement. Oui. Ce n'est pas une majorité des électeurs. Ouais. Ils ont une voix, un pourcentage de l'expression publique qui est disproportionné à leur poids, mais eux sont parfaitement inélastiques, mais eux, ce n'est pas eux qui migrent. Et quand ils migrent, ils ne vont probablement pas changer leurs opinions, mais il y en a quelques-uns qui vont changer, mais la plupart des gens qui vont migrer, c'est de la catégorie, la première que j'ai mentionnée, les hobbits. Eux sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus élastiques, peuvent être influencés par leur communauté en général, peuvent aussi juste y aller sur des impressions. Donc, l'idée que la migration de la Californie vers le Texas a un effet, je ne pense pas qu'il y a un effet positif ou négatif pour le Texas. Par contre, je pense qu'il y a un effet positif pour la Californie. Parce que l'avantage de l'immigration, et je ne dis pas immigration et migration, c'est que ça impose une contrainte sur les gouvernements. C'est un problème. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu te retrouves à être un peu attaché. Il y a une raison, la joke, c'est l'URSS qui mettait un mur pour pas que les gens s'en aillent. C'était pas les pays de l'Ouest qui mettaient un mur pour que les gens s'en aillent. Ça se peut-tu que, on le sait, la Californie, les big tech, là, c'est gigantesque l'argent qu'il y a là. Ça n'a juste aucune commune mesure avec rien. Je veux dire, si la Californie était un État
autonome, là, ce serait quoi, le 10e PIB au monde? Peut-être même un peu plus haut dans le classement. Là. Mais il y a peut-être quelque chose où est-ce que. Puis là, on peut faire un peu d'économie politique vraiment. Des fois, il y a des endroits qui ont des avantages parce qu'ils sont excessivement économiques, qui sont très libres économiquement, disons, développent un avantage, mais après, l'avantage qui est développé n'est pas déplaçable. Donc, c'est comme si c'était une sorte de source de richesse qui est immobile. Du pétrole, mettons. Exactement. Donc, ça s'appelle le resource curse. Donc, les gens qui parlaient de la maladie hollandaise au Canada, ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Parce que la maladie hollandaise, l'idée que le pétrole avait un effet négatif sur la croissance, c'était parce que c'est que quand tu as des ressources qui sont développées dans un pays où est-ce que les institutions ne sont pas de très bonne qualité, les politiciens se servent de cette explosion de la demande étrangère pour un bien. Ou ça ne nous a pas été présenté de même. Ça ne nous a pas été présenté de même. Mais le Canada ne rentre pas dans cette catégorie-là. Le Canada a des assez bonnes institutions en général. Mais les pays qui souffrent de la maladie hollandaise, c'est des pays qui n'ont pas des bonnes institutions politiques. D'ailleurs, le fait que c'est appelé la maladie hollandaise, c'est un peu weird parce que quand ils l'ont découvert, ça n'a pas eu l'effet. Finalement, les gens qui ont essayé de répliquer ça ne tenait pas. Mais ça se tenait pour d'autres pays qui n'étaient pas la Hollande, ce qui est encore un petit peu plus ridicule. Mais l'idée que tu as une ressource qui est immobile et là, le politicien peut l'exploiter, bien, là, dans ce cas-là, tu peux avoir une situation où, malgré toute la richesse qui est créée, tu as un État qui croit, qui essaie d'en prendre un petit peu plus. Puis c'est ce qui est arrivé en Californie. Bien, exactement, parce que l'avantage de la Californie, c'est que tant que tu as plusieurs industries ensemble, tu as des économies d'agglomération, donc tu as plusieurs industries qui sont dans un même endroit, parce qu'elles s'observent, parce qu'elles communiquent entre elles. Puis ils se volent les travailleurs, on va se le dire. Ben c'est ça, mais ça, tu ne peux pas déplacer ça. La firme qui quitte, elle quitte, mais elle perd tout l'avantage qu'elle a d'être située en Californie. Mais ça va s'effriter dans les quelques années à venir. Puis je pense que ça va être le défi de la Californie, là, si je me trompe pas. Exactement. Là, je ne sais pas comment le dire sans parler de mathématiques, là, mais l'idée, c'est que des fois, ces trucs-là, c'est que les gens, tu peux imaginer une courbe qui est comme une sorte de ligne continue. Puis ça, c'est ce qu'on appelle un continuous function. Mais des fois, tu peux avoir des fonctions qui sont discrètes, où est-ce que c'est une valeur pour un moment, puis après ça, il y a comme un saut. Il faut juste que tu rejoignes un certain seuil pour que tout change. En fait, l'idée, ça serait comme un point tournant ou un tipping point. En fait, le nom qu'on donne à ça, c'est tipping point. Mais à un moment donné, les compagnies sont là, OK, gars, je ne peux pas quitter parce que l'avantage qu'on a ici est important. Je ne peux toujours pas quitter même s'ils ont augmenté mes impôts parce que si je quitte ailleurs, l'option est encore moins bonne, etc., etc. Mais il y a un point éventuellement où le gars va dire, OK, too much. J'ai une alternative. Exactement. Mais le problème d'un tipping point, c'est quand tu rejoins ce point-là, ça dégringole rapidement. Donc, les scénarios pour la Californie sont peut-être deux. C'est soit qu'en réalisant l'approche de ce tipping point, il se réforme et donc coupe, par exemple, dans des programmes qui rendent la Californie inaccessible, qui augmentent les impôts trop élevés, qui réduisent les rendements sur l'investissement. Ou l'autre scénario, c'est que la Californie finit comme l'État de New York, qui était le prédécesseur de la Californie. Si tu regardes, l'État de New York était le secteur financier, dans le fond. Exactement, était la plaque tournante des États-Unis, mais depuis les années 50-60, l'État de New York, Michigan aussi à un certain degré, mais l'État de New York a perdu de la population presque monotiquement depuis les années 50. L'État est en déclin presque quasi constant. En fait, tu regardes juste la meilleure manière de le voir, c'est que tu prends le pourcentage du collège électoral que l'État de New York a. Toujours en descente, toujours en train de tomber d'année en année. Parce que, justement, l'État de New York a énormément de difficultés à se réformer. Il y a une certaine sclérose institutionnelle qui existe. Mais l'effet, c'est que les gens se déplacent vers des États plus dynamiques. Mais pourquoi, dans la vidéo que je te parlais, Vincent, puis là, je sais que je change un tout petit peu de sujet, mais c'est pas arrivé à New York, ça, de dire que les gens du quartier ouvrier, si on veut, ou ben non, les gens qui occupaient les emplois de service à la base de l'économie n'avaient plus les moyens de vivre là puis quittaient. Pourquoi on dit ça pour la Californie? Moi, ce bout-là, j'ai de la misère à le comprendre. C'est comme si l'écart, il y a peut-être un narratif aussi d'économistes plus militants là-dedans, mais c'est comme si l'écart de richesse qu'il y avait en Californie ferait en sorte que les gens qui travaillent dans les épiceries, dans les dépanneurs, dans les pharmacies, tout ça, ont plus les moyens de vivre là. Mais pourtant, c'est quelque chose qui n'est quand même pas arrivé à New York. Non, c'est arrivé à New York. En fait,
Je pense qu'on en avait parlé il y a une couple de semaines en parlant du logement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu as une ville ou un endroit, une région qui est excessivement productive, bien, c'est-à-dire qu'elle a des salaires plus élevés. Donc, ce que tu as, c'est que les gens veulent se déplacer vers l'endroit le plus productif. Donc, les salaires devraient s'égaliser en ayant des salaires à la hausse, où est-ce que les gens quittent les endroits où est-ce qu'il y a trop de travailleurs. Et là, ils se déplacent vers là jusqu'à ce que les salaires entre les régions s'égalisent. Par contre, quand tu mets une barrière sur le logement, ce que tu es en train de faire, c'est que tous les gains du salaire vont se retrouver capitalisés. Ce que tu aurais eu en gain de productivité va être capitalisé dans la valeur de la terre. Et donc, la question, c'est qui possède la terre avant que, donc, l'immobilier, à toute fin pratique, avant que le choc arrive. En Californie, la raison que la Californie est, et puis ça, c'est le grand paradoxe, la Californie est l'État le plus progressiste politiquement aux États-Unis, mais c'est aussi l'État avec le plus haut niveau d'inégalité aux États-Unis. Pourquoi? Bien, parce que les gens pourquoi ils ont le plus haut niveau d'inégalité? C'est parce que la grande productivité de la Californie fait en sorte qu'on peut capitaliser l'attraction que la Californie a dans la valeur pour ceux qui sont déjà établis là-bas. Donc, tu as des gens qui ont des petites maisons à San Francisco ou à Los Angeles qu'ils avaient, disons, dans les années 60, 70, avant que le boom commence, mais avant que les restrictions sur la création de nouveaux bâtiments soient là. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Tous les gains de productivité de la ville en général, donc ce que les gens voudraient pour venir là, se retrouvent capitalisés dans le prix de leur maison. C'est quoi l'effet que ça a? C'est que pour les gens qui sont dans des endroits où la productivité n'est pas aussi élevée, n'ont pas la capacité d'accéder à la ville aussi facilement. C'est pour ça que les riches n'ont pas d'avantage à quitter la Californie à un certain degré. En fait, il y a même un désavantage parce que s'ils travaillent dans l'industrie, comme on mentionnait, qu'il y a l'espèce de bénéfice d'être à cet endroit-là, leur salaire à eux baisserait s'ils quittaient. Donc, ils ne veulent pas quitter. Mais pour la personne plus pauvre, il y a un intérêt maintenant à quitter de plus en plus, donc de la migration. Je ne serais pas surpris que si on regarde, par exemple, le breakdown de qui quitte la Californie, qu'on regarde où est-ce qu'ils étaient dans l'échelle des revenus, tu vas avoir des gens qui sont prédominément en bas de la médiane. Donc, je ne serais pas surpris. Mais ceux qui ont des grosses fortunes et qui quittent, c'est des gens dont l'activité est facilement délocalisable. Je pense à un Joe Rogan. Joe Rogan est parti de la Californie pour aller vivre à Austin, au Texas. Mais lui, je veux dire, il peut faire un studio dans sa maison. Il n'a pas besoin de... Il produit du podcast. Il n'y a pas une usine à déménager. Il n'y a pas... c'est quelque chose qui devait être très facilement se déplacer comme type d'activité économique. Oui, puis comme Elon Musk s'est construit une nouvelle Gigafactory là, mais je veux dire, la journée qu'il y en a deux, il peut choisir où il va vivre justement, puis il a décidé d'aller changer le headquarters de place, puis il va aller là aussi. Mais ce qui peut être surtout dommageable pour des endroits qui ont ces espèces d'économies d'agglomération, c'est que les économies d'agglomération, on en a vu aussi dans le passé. Il y avait ça, par exemple, en Grande-Bretagne, dans ce qu'on appelait Lancashire, où est-ce que c'était la production de coton qui se faisait dans cette région-là, et que tu avais énormément d'innovation dans les producteurs textiles. Mais le problème, c'est que tu as eu des innovations, de nouveaux produits, de nouveaux endroits ailleurs dans le monde qui ont créé un déclin. Mais là, toute la région était centrée autour de ça. Donc, toute la région au complet décline. On parle de Détroit. C'était mon prochain exemple. Tu as la même chose avec le Michigan. Si tu as un nouvel endroit ou même un nouveau produit, ça ne peut pas être un compétiteur qui vient d'une nouvelle place dans le monde. Ça peut être juste un nouveau produit qui rend toute ton industrie désuète. Là, dans ce cas-là, tu vas frapper le mur très, très vite. C'est ça la grande difficulté de la Californie, c'est que ils ont une espèce d'avantage où est-ce que l'État peut croître facilement parce qu'il y a beaucoup de richesses qui est immobile. Mais à un moment donné, dès qu'ils ont... L'affaire, c'est que tu peux pas... C'est pas comme si c'était écrit dans le sable où est-ce qu'elle est la ligne. Mais tu sais qu'il y a une ligne où est-ce que si tu la traverses, tout va dégringoler très rapidement. La question, c'est comment est-ce qu'ils peuvent identifier ça rapidement. Parce que c'est une belle tempête parfaite, la Californie. Tu sais, tu penses à Hollywood, justement, où est-ce qu'il y a des grandes richesses qui viennent du milieu cinématographique. Puis, de l'autre côté, tu as Silicon Valley qui s'est construit, mais je veux dire, je pense pas que les deux sont intimement liés, mais tu as deux industries qui fabriquent des méga riches, je veux pas, d'une certaine façon, qui se sont retrouvés là quand même. C'est quand même assez spectaculaire quand on y pense. Mais là, à un moment donné, tu regardes ces gens-là aller, puis tu dis,
on dirait qu'ils sauvent un peu les meubles avec le côté très progressiste, avec le côté très écologiste. Ils vont chercher un sentiment de fierté pour les gens de vivre là, puis qui se tracent un peu une ligne à terre. On dirait que le château de cartes, il veut s'effriter tranquillement parce que là, un moment donné, tu vois le Texas qui en a aux autres aussi des éoliennes. Là, puis ils sont capables de te donner ce que tu veux en termes de vertu signaling, si tu veux, toi aussi. Puis tu as le fait aussi qu'un État comme la Floride commence à être non négligeable également. Ils veulent brasser beaucoup, puis les impôts, je veux dire, sont minimes dans ce type d'État-là. Je pense que un fiscaliste au Canada me disait un des États très populaires pour les Canadiens qui veulent s'expatrier. Les gens ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est le Tennessee. Beaucoup de Canadiens veulent aller là, de raisons principalement fiscales. Il faut dire qu'on est violenté fiscalement au Canada aussi. Fait que c'est sûr que ton critère numéro 1 de sélection quand tu t'en vas, c'est probablement ça. Mais en fait, d'un autre côté, moi, ce que j'aime des États-Unis, c'est cette compétitivité-là que tu as entre les États. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui fait avancer un peu le pays d'une certaine façon, parce que ce que j'ai senti au Canada dans la pandémie, c'est qu'on a perdu cette compétitivité-là entre les provinces. Parce que moi, la conclusion là, aujourd'hui, c'est vraiment de dire OK, mettons que je trouve vraiment que c'est un shithole, ma place, là, puis je veux partir. Je suis quasiment en train de trouver que le reste du pays, c'est un shithole aussi. J'ai vraiment l'impression que les provinces canadiennes s'uniformisent énormément, alors qu'aux États-Unis, tu sens une compétition entre les États. Puis j'ai l'impression que c'est à l'avantage des États-Unis. Même au niveau de la gestion de la pandémie, on le voyait. Là, il y avait pas dans la première vague, je dirais, mais dans le reste de la pandémie, à partir de l'été, là, il y a eu une cassure d'abord qui s'est faite avec la Floride, ensuite le Texas, ensuite d'autres États. Mais il y avait une divergence là, à 180 degrés de modèle sur est-ce qu'on y va vers plus de recommandations versus l'imposition de mesures mur à mur, confinement versus confinement, je dirais, soft. Alors qu'au Canada, on a eu un peu l'Alberta qui a tenté de ça résister. s'est uniformisé vite. Mais il y avait une pression énorme là-bas pour qu'ils mettent des mesures très sévères très rapidement. Puis finalement, en fait, en tant que Canadien, tu ne pouvais pas te dire « Ah, regarde, moi, je m'en vais vivre à telle place. Là-bas, ils ont une façon différente de gérer ça. » En fait, il y avait la sauce canadienne qui se déclinait dans plusieurs, disons, manières assez semblables ça a été vraiment différent. Ben écoute, je rajouterais que la vertu du fédéralisme, c'est comme, en fait, c'est de la préservation des marchés qui se produit parce que tu permets, les gouvernements se tiennent un peu en garde-fou contre l'un et l'autre, mais tu as aussi l'effet que les gouvernements peuvent aussi expérimenter et donc produire de l'information pour les autres gouvernements sur peut-être les meilleures manières de faire. Mais il y a une raison aussi d'ailleurs que la carte des États-Unis est aussi étrange. Parce qu'ici, on te regarde la carte, la frontière du Québec, la frontière du. C'est bien droit. Hein? Aux États-Unis, c'est très droit, puis la raison, c'est que les lignes sont dessinées à. En fait, il y a des désavantages. Il y a une littérature sur quand, par exemple, les Européens ont quitté l'Afrique, qu'il y a un gros effet négatif d'avoir dessiné des lignes arbitraires. Mais aux États-Unis, les lignes, quand elles étaient dessinées, il y avait. L'idée, ce n'était pas que ça allait créer des entités séparées, donc que tu permettais aux gens de se déplacer librement entre les différentes unités. Mais l'idée, c'était que tu nullifiais un peu l'avantage de un relativement à l'autre. Et donc, les États allaient donc expérimenter l'un contre l'autre des idées, des politiques pour attirer des gens, pour attirer. Ça a des effets. Ce n'est pas que du bien. Là. Le fédéralisme aux États-Unis a l'espèce de tâche éternelle de la ségrégation qui va rester appliquée, puis que ceux qui ont défendu le droit des États, donc states' rights, généralement, c'était un cover pour. C'était un masque pour pouvoir être raciste puis dire non, je ne suis pas raciste, je défends le droit des États. Bullshit. Tu étais raciste, mais l'idée, c'était que le fédéralisme, en général, avec dans l'esprit libéral où tu donnes à tous les individus les mêmes droits et que l'État n'a pas le droit de discriminer, mais là, après, ce que tu as, c'est que les États qui se font compétition sur les biens publics qu'eux produisent, la manière selon leurs contraintes à eux, leur environnement, leur situation. Là, tu as un résultat un peu différent. Good. Écoute, je t'amène sur un sujet que tu as proposé, à moins que tu veuilles qu'on arrête tout de suite, mais je l'ai trouvé intéressant. C'est l'article que tu as fait qui a un lien vers les Olympiques un peu. De son côté, tu voulais jaser
puis on en parle un peu dans le bout qu'on vient de finir aussi, là. La différence des inégalités dans un pays ou au travers des pays. Un pays qui aurait une grande inégalité sociale, il y a beaucoup d'économistes qui commencent à supposer que ça nuirait à la croissance économique. En fait, on l'a vu souvent, cet argument-là au Canada. Moi, j'ai tout le temps eu un gros malaise avec ça. Parce que quand tu arrives, tu dis quand tu veux combattre les inégalités, c'est tout le temps la même affaire, là. C'est le faux Robin des Bois, parce qu'on oublie tout le temps que Robin des Bois, il fightait le gouvernement, là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Oui, c'est drôle comment c'est toujours oublié, hein, que le Toujours oublié. Que le shérif de Nottingham, le shérif de Nottingham était le shérif et le collecteur d'impôts. Ouais. Robin des Bois, il ne fightait pas les riches. Il était contre l'État. Mais bon, pas grave. Moi, j'ai compté l'histoire comme du monde à mes enfants. Mais non, c'est ça. T'sais, derrière tout le temps le sujet des inégalités sociales, c'est toujours ça qui disait, ah ben là, il faut combattre les inégalités, donc il faut taxer plus les riches pour redistribuer la richesse. C'est toujours ça qui se cache derrière ça. Puis, il y a plusieurs économistes qui commencent à twister un peu la patente en disant que ce serait bon pour la croissance économique de réduire les inégalités sociales. Moi, je ne comprends pas comment ça peut arriver dans ma tête, mais c'est sûr, j'ai une mentalité de Canadien qui vit au Canada puis qui est moi-même entrepreneur. Donc, la journée que j'ai... Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé le point que je gagne assez d'argent pour faire vivre ma famille. Tout le monde mange à sa faim chez nous, là. Tu sais, je veux dire, je suis dans une partie... Je le dis des fois, là, je suis plus dans une game de jeux vidéo des fois, dans le sens que j'aime performer dans mon entreprise, j'aime voir croître mon entreprise, mais pas parce que j'ai faim, pas parce que j'ai besoin d'argent pour ma retraite, parce que j'aime ça. Juste parce que j'aime voir croître l'entreprise. Mais si tu arrives, tu me dis que tu dois me taxer à 70% pour baisser les inégalités, puis que ça va augmenter la croissance économique, j'ai dit, attends un peu, là. J'ai dit, je suis capable de créer de la richesse en faisant croître une entreprise. Puis si tu me taxes à 70%, tu m'enlèves mon fun, ce serait bon pour ma business, ce serait bon pour la croissance. De quoi tu parles au juste, là? La journée que tu arrives et tu m'enlèves le fruit de mon travail, la mesure des résultats que je suis capable d'avoir dans le développement de ma business, pourquoi je serais motivé à en faire plus? Pourquoi j'augmenterais la productivité de ma business? Pourquoi je ne me contenterais pas juste de faire vivre ma famille? Parce que c'est pas ça que je fais présentement. Je fais plus que ça. Je ne fais pas juste faire vivre ma famille. Je développe l'entreprise parce que j'ai du fun à la développer. Fait moi, j'ai toujours été très inconfortable avec ça. Tu te dis, OK, réduire les inégalités, en fait, réduire les inégalités va créer la richesse. How you will do that? Habituellement, c'est l'inverse. En fait, l'argument qui est avancé, c'est que tu as des formes de facteurs de production, donc là, des choses qui te permettent de produire davantage, que si tu as beaucoup d'inégalités, tu empêches certaines personnes de développer, puis le facteur de production, ce serait genre l'éducation. Parce qu'un travailleur plus instruit, c'est un travailleur qui est plus productif. Mais l'idée, c'est que comme le rendement du capital humain est vraiment individuel, le rendement d'une machine, c'est le rendement d'une machine relativement à une autre machine, fait que ça s'applique à toute l'économie en général. Mais le rendement du capital humain s'applique à une personne individuellement. Mais si dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tu as une personne très éduquée, très riche, qui a un haut revenu, puis tu peux prendre un de ces dollars à elle puis le transférer à une personne qui, elle, la prochaine unité d'éducation qu'elle acquiert augmente davantage sa productivité à elle que toi, la tienne est réduite. Là, dans ce cas-là, tu pourrais augmenter la productivité de l'économie dans ce cas-là. Puis ça, c'est l'argument qui est avancé, puis ce n'est pas un argument qui est débile. Ça s'applique-tu réellement dans un pays comme le Canada? Ben, le point que je fais, c'est que non, c'est ça. C'est que ça s'appliquerait probablement dans des pays qui sont peu libres. Dans des pays qui sont libres, tu as l'effet compensatoire où est-ce que la protection des droits de propriété qui vient avec, la faible taxation, donne un rendement plus élevé d'$1. L'attrait de l'effort est plus important chez les plus pauvres parce qu'eux, en leur garantissant qu'ils vont avoir, que lorsqu'ils vont déployer des efforts, les fruits de leurs efforts vont être 100% les leurs, mais pour eux, le gain est subjectivement plus important que pour une personne plus élevée dans l'échelle des revenus. Puis l'argument que j'ai utilisé, que j'essayais de substancier, puis il y avait quelques personnes qui en parlaient pendant plusieurs années, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas un contexte qui permettait un test.
Puis un de mes amis, puis moi, on a eu l'idée de dire, prenons les Olympiques. Puis les Olympiques sont probablement le meilleur microcosme de ça. Pourquoi? Parce que le talent est inné, et donc n'a aucun lien avec le revenu. Une personne n'est pauvre ou une personne n'est riche peut avoir le même talent naturel pour un sport. Le problème, c'est que tous les individus doivent payer le même frais pour s'entraîner. Donc, le coût qu'ils doivent assumer pour développer ce talent-là est le même pour tous. Tu ne gagnes pas de médaille si tu ne mets pas 40 heures d'entraînement semaine. Exactement. Mais dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que dans des sociétés plus pauvres, des sociétés plus inégalitaires, excuse-moi, toutes choses étant égales par ailleurs, tu prends deux sociétés qui ont le même revenu moyen, mais une qui est plus inégalitaire. As-tu une idée de pays qui est très inégalitaire, juste pour donner une image au monde? Un pays très inégalitaire, ça serait, par exemple, le Mexique, qui est très inégalitaire, la Chine, l'Inde, justement. Je pourrais te nommer aussi la Turquie, mais je peux te nommer aussi des pays européens qui sont quand même certains pays européens qui sont assez inégalitaires. La France, étrangement, ça dépend des mesures, mais la France a une certaine inégalité, pas sur les revenus, mais sur la richesse, par exemple. C'est assez étrange. Mais l'idée, c'est que si tu as inégalité différente, mais à revenu égal, la société qui a plus d'inégalité ne va pas être capable d'envoyer ces gens qui sont plus pauvres, mais qui ont les mêmes talents aux Olympiques. Donc, ce pays-là va gagner moins de médailles. L'idée ici, c'est que tu peux faire une sorte de traduction parce que médaille, c'est l'équivalent de croissance économique. Puis inégalité et entraînement, c'est la même chose que inégalité et éducation. C'est un peu la même logique que j'essaie d'avancer, mais ce que je souligne, c'est que dans les pays excessivement libres, où est-ce que les droits de propriété sont 100% protégés. Comme la France, par exemple. Si on prend un pays inégalitaire, mais qui a des bons droits de propriété, la France se qualifierait. Exactement, la France se qualifierait. La Grande-Bretagne aussi, les États-Unis. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les droits de propriété, si tu te dis que les gains de ton effort, si tu es capable d'en produire, vont être entièrement les tiens. Donc, dans ce cas-là, tu as une sorte de garantie que ton effort, si tu y produis quelque chose, ce n'est pas juste l'effort qui est important, c'est la réussite de la chose, mais que tu vas avoir le fruit de ton effort. Mais dans ce cas-là, c'est toute une motivation pour la personne qui est au bas de l'échelle. Donc, tu as comme une espèce de mécanisme compensatoire qui existe dans les sociétés économiquement libres. Et ce qu'on trouve, moi puis mon collègue, c'est que quand tu regardes les sociétés les plus économiquement pas libres, donc avec le moins de liberté économique, dans ce groupe de pays-là, l'inégalité a un gros effet négatif sur gagner des médailles. Mais dans les sociétés très, très libres économiquement, il n'y a aucun effet. Est-ce que la Chine sortait comme outlier? Parce que tu disais un peu, là, la Chine, il gagne quand même beaucoup de médailles. On contrôle pour la taille des pays. Des fois, on enlève des pays. Donc, on a enlevé, par exemple, la Chine en disant, écoute, c'est un très large pays, très unique. Peut-être si on l'enlève, ça change les résultats. Qui a 20% de la population aussi, on s'entend. Exactement. Mais comme on a le nombre de médailles par heure, on le relativise à la population de chacun des pays. Donc, on prend ça comme la productivité des médailles. Ce qu'on trouve, c'est que même quand tu enlèves ou tu tiens compte de la Chine ou tu tiens compte de la taille du pays, donc la taille de la population, parce que si tu as une très large population, les chances que tu aies une personne qui se hisse au-dessus d'un seuil absolu de performance est de plus en plus élevée. Ces éléments-là, tu es économiquement libre. Les inégalités n'ont aucun effet sur la croissance. Parce que la raison pourquoi je t'ai sorti de la Chine, c'est parce que pour quelqu'un qui t'écoute parler plus tantôt, puis il n'aurait pas fait le lien nécessairement que vous avez normalisé en fonction de la population. Parce que, parce que j'aurais dû dire. C'est juste pour ça que je le reprenais, parce que tu dis, écoute, la Chine, c'est pas libre, on s'entend. Il n'y a pas de droit de propriété. Des grandes inégalités sociales. Donc, par définition, c'est un pays qui devrait être au bas du classement. Seule affaire, c'est qu'on les regarde tous, les Olympiques, puis on sait qu'ils gagnent quand même beaucoup de médailles. Oui. Sauf que quand tu normalises avec le fait qu'ils ont 20% de la population mondiale, tu dis, finalement, la Chine ne gagne pas de médailles tant que ça. Oui, puis non seulement ça, mais il faut aussi noter que les dictatures, en général, performent mieux aux Olympiques parce que le dictateur, souvent, se sert des Olympiques pour mousser son propre régime. C'est une campagne de marketing. Oui, donc souvent, ce que tu vas voir, c'est qu'il y a un effet... Si tu ne gagnes pas de médaille, tu vas avoir une balle dans la tête aussi. C'est quand même un bon incitatif.
Je ne sais pas quoi. Je pense pas qu'il y a des pays qui font ça de nos jours. Je pense mais que je ce sais qu'on par voyait en Corée du Nord, d'après moi, si tu ne reviens pas de médaille. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en Corée du Nord, si tu y vas, ils prennent, c'est un collègue qui m'a informé de ça, ils ne prennent que des gens qui ont de la famille en Corée du Nord. Comme ça, tu ne peux pas faire défection à l'Ouest lorsque tu y vas. Donc, tu n'as pas le droit de participer aux Olympiques si tu n'as pas une famille. Tu as un lien émotif à revenir. C'est ça, mais si mettons tu étais un orphelin, tu n'aurais pas le droit de participer. Même si tu es excessivement talentueux. Ce qui fait du sens. Mais l'idée que, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que dans les sociétés libres, tu as des mécanismes compensatoires qui fait que même si tu as beaucoup d'inégalités, l'effet sur la croissance économique est mitigé ou nullifié par le fait que les institutions sont libres. Et ça fit un peu avec l'espèce d'essence qu'on a que, intuitivement, il n'y a personne qui est offensé si quelqu'un nous vend quelque chose qu'on veut vraiment avoir puis qu'on l'a rendu riche parce qu'on voulait vraiment le voir. Il y a peu de nous qui sont offusqués par des superstars, des gens qu'on admire, qu'on aime aller voir des matchs de hockey. On n'est pas offusqués de leur salaire parce qu'on comprend qu'ils nous ont produit de la valeur pour ce qu'on échange. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas la richesse qui nous fâche. Ce qui nous fâche à l'égard des inégalités, c'est dans quel contexte elles sont produites. Donc, l'effet nocif des inégalités est conditionnel à la nature des institutions dans lesquelles tu vas voir les inégalités émerger. Si je résume ce que tu as fait, là, c'est vraiment, tu as pris un groupe de pays qui avaient une bonne liberté économique, où est-ce que le droit de propriété était respecté. Tu as fait le nombre de médailles en fonction de la population, puis tu as essayé de déterminer s'il y avait une corrélation avec les inégalités sociales, puis même économiques plutôt. Puis finalement, dans ce groupe-là, on ne voyait rien. Fait que l'intuition que j'ai de dire qu'au Canada, comme je suis Canadien, si tu me dis qu'on va diminuer les inégalités sociales, ça va stimuler la croissance économique, c'est un argument qui serait non valide, puis mes institutions sont quand même bonnes. Par contre, si je m'en vais dans un pays de cul, où est-ce qu'il n'y a pas de... ça l'est, il n'y a pas de droit de propriété, c'est un pays de cul, Vincent. Je m'en vais dans un pays comme ça, où est-ce que là, il n'y a pas, si on regarde, il y a ces pays-là qui ne respectent pas beaucoup les droits de propriété, il va y en avoir des plus inégaux que d'autres, probablement. Il y en a qui doivent être moins pires de ce côté-là. Puis, est-ce que à ce moment-là, l'inégalité sociale est un facteur pour le nombre de médailles? Là, vous voyez une corrélation qui est plus qu'évidente, éventuellement. Puis, en même temps, c'est facile d'y penser parce que tu arrives, tu te dis, OK, si on sait que les droits de propriété ne sont pas si respectés que ça, ceux-là qui vont être plus égalitaires, donc qui vont s'assurer qu'il y a un certain niveau de vie pour toute la population, risquent de sortir plus d'athlètes de ça que celui qui envoie toutes les richesses dans les mains d'une élite. Là. Exactement. C'est super bien résumé. Puis en plus, quand on a essayé un autre truc, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'on faisait faire une course de cheval entre la liberté économique et les inégalités. Donc, on n'a pas essayé de segmenter l'échantillon entre libre et pas libre. On a essayé juste de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a un effet des inégalités, mais l'effet des libertés économiques est beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire que, OK, au net, toutes choses étant égales par ailleurs, les inégalités sont nocives, mais au net, la liberté économique est beaucoup plus importante. Et donc, si, mettons, ce que tu as, c'est un trade-off, celui-là est beaucoup plus important que celui-là. Si ce que tu veux, c'est du bien-être pour la population en général. Ouais. C'est la qualité des institutions. De toute façon, dire ça comme ça, mettons, réduire les inégalités, ça pourrait générer de la croissance. Mais réduire les inégalités, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de taxes, Frank. Oui, mais exactement, c'est ça mon point. Ça veut dire, parce qu'en réalité, la vraie phrase, ça devrait être celle-là. Parce que ça, c'est une fin. Réduire les inégalités, c'est une fin. Là, c'est un objectif. Mais ton moyen, c'est lequel? La question, l'affirmation, c'est de même qu'elle devrait être présentée. Ça devrait être de dire, augmenter les impôts et les taxes va générer de la croissance économique. Si c'est ça que tu as en arrière de ta tête, ça devrait être ça, l'affirmation. Et non dire... Faut être généreux avec ces gens-là. Ce qu'ils disent, ce n'est pas que c'est les taxes qui vont créer la croissance, c'est que tu renvoies les revenus de ces taxes-là vers des gens pour qu'eux soient capables de faire des investissements qu'eux n'auraient pas pu faire autrement, mais que ces investissements sont aussi inhéremment plus productifs
que ceux qui auraient été faits si on avait laissé l'argent dans la main des gens un riches. politicien à la Québec solidaire va générer plus de productivité et de Pas... PIB avec mon argent que moi. J'ai pas dit que j'étais d'accord, j'ai dit qu'il faut représenter généreusement leur argument. Je sais, je comprends, inquiète-toi pas, mais quand on y pense, c'est ça pareil. Je veux dire, oui, c'est ça leur argument. Je prends mon argent, puis moi, c'est... Écoute, les gens, c'est ça, c'est l'affaire qui me gosse tout le temps quand le monde jase d'économie. Ils s'imaginent qu'un entrepreneur monte une business, puis qu'à un moment donné, quand tu commences à faire un peu plus de profit, tout ce que tu fais, là, c'est d'acheter des bouteilles de vin plus chères, d'acheter des véhicules plus chers. Sacrifice, je mets même Gillette depuis 3 ans à peu près. Tu sais, je veux dire, moi, plus que je fais de l'argent... Depuis 3 podcasts aussi. Ouais, peut-être. Non, mais plus que je fais de l'argent, on dirait plus que ma consommation diminue ou presque, parce que je deviens de moins en moins intéressé par les biens matériels, par avoir une grosse maison, ces affaires-là. Mais par contre, je deviens de plus en plus intéressé sur avoir des idées de développement de business, à partir une nouvelle branche, des choses comme ça. Je veux dire, j'ai engagé Frank il y a 2-3 mois. Je veux dire, bon, Frank, je t'adore, là, mais pour l'instant, tu ne génères pas les revenus que tu me coûtes. Bon, OK, mais c'est un risque d'entreprise de faire ça. Mais je pense que dans 2-3 ans, tu vas générer les revenus que tu vas me coûter. Puis ça va être une activité profitable dans mon entreprise. Mais Christy, j'ai pas pris ça me coûte de quoi de l'engager un peu avant le temps? Mais je veux dire, j'aime bien mieux mettre de l'argent là-dessus que sur une bouteille de vin. Pourquoi on pense tout le temps que quand on fait des profits, on fait juste parquer cet argent-là en dessous d'un matelas, là, caché, puis là, comme un peu avec Séraphin à toutes les Christi de soir, on s'en va dans notre panier d'oseille, puis là, on flatte notre cash, puis mon précieux, puis mon précieux, puis... donc, un entrepreneur, ça veut faire de l'argent pour réinvestir, pour développer d'autres business. Puis si éventuellement il devient plus passif parce qu'il est en fin de carrière ou il n'a plus le goût, tout ça, il ne veut plus gérer du personnel, il va faire des investissements plus passifs. Il va se ramasser en bourse, il va se ramasser dans l'immobilier, mais son capital va continuer d'être utilisé, puis il va surtout servir à d'autres. Éventuellement, mais on dirait qu'on n'est pas capable de comprendre ça. On veut enlever le capital des mains de cette personne-là qui, à notre jugement, en a trop. Puis, on veut la donner à des grands sages, des politiciens, des grands sages. Puis, eux autres vont être capables de trouver puis d'identifier les projets prometteurs du futur qui vont avoir plus de rendement puis qui vont générer plus de croissance. C'est-tu cave, pareil? Ouais, on résume ça en une phrase. Fitzgibbon est meilleur que Yann pour gérer son argent. Je refuse même de faire une joke là-dessus. Mais écoute, il y a vraiment 2 choses dans ce que Yann a dit. La première, c'est que, mettons que je donne l'idée que les inégalités peuvent réduire la croissance économique, donc réduire les inégalités augmente la croissance économique. Bien, ça présume un peu que l'État va être capable de redistribuer vers la finalité dont on parle, qui est l'idéal dont on pourrait juger selon la perspective, selon la justification qui est donnée, il y a un idéal qui est imbriqué dedans, mais il faudrait qu'on soit capable d'atteindre cet idéal, de politiquement le rendre faisable. La réalité, c'est que dès que tu imbriques le jeu politique là-dedans, ça devient de plus en plus difficile d'imaginer que ça se fasse. Puis, je ne suis pas vraiment convaincu. En fait, il y a une phrase que j'aime de George Stigler, qui est un économiste que j'aime beaucoup. Il dit, la plupart des gens, quand ils voient le marché, ils trouvent que c'est comme un concours, une compétition de sport. Puis ce qu'ils voient, c'est la première personne qui performe médiocrement, puis qui disent, sur la base de cette performance médiocre, nous allons donner la médaille à l'autre personne sans avoir vu qu'est-ce qu'elle a produit. Alors que l'autre personne est absolument atroce derrière, elle est encore pire que la première. Tu ne peux pas faire ça. La réalité, c'est que quand tu compares des imparfaits, ce que je pense être le cas, parce que je ne suis pas un défenseur du libre marché comme un générateur d'idéal, c'est que je le défends comme ce qui a le plus de chances de nous rapprocher de quelque chose de défendable que des boucles de rétroaction dans lesquelles on peut s'améliorer, mais que l'État n'a pas ce mécanisme-là, n'a pas cette capacité-là. C'est pour ça qu'il faut contraindre l'État aux missions dans lesquelles il y a vraiment un avantage à avoir l'État, le plus possible le contraindre. Bien, dès que tu as ça, dès que tu vas au-delà de ces missions-là, l'État est de moins en moins bon relativement au marché. Donc, je te dis quel imparfait je préfère. Je préfère l'imparfait qui est moins imparfait. Puis quand à l'affaire du bonheur,
Puis le matérialisme que Yann mentionne, il y a un papier dans Constitutional Political Economy par une de mes amies, Rosemary Fickey, qui est Senior Fellow au Fraser. Elle, ce qu'elle trouve, c'est que les sociétés économiquement libres et très riches en résultats sont aussi les sociétés dans lesquelles les gens déclarent avoir le plus haut pourcentage de valeur post-matérialiste. Donc, tu as des surveys qui s'appellent le Global Value Survey qui nous permet de savoir le pourcentage de gens qui disent que le matériel n'est pas important, mais qui semblent aussi vivre sur ce mécanisme-là. Les sociétés les plus libres et les plus riches sont celles dans lesquelles tu as le plus haut niveau de post-matérialisme. Ce n'est pas les sociétés pauvres. On dirait qu'on le remarque un peu. On dirait que ça se remarque même à l'œil. Tu sais, quand on dirait que les expressions les plus ostentatoires de richesse qu'on voit, ça vient toujours de des pays où ils ne semblent pas avoir une grande liberté. On pense à l'Arabie Saoudite. Oui, mais sans aller dans un pays, Frank, où tu as raison, les pays, je te le donne à 100%, mais même au niveau des individus, écoute, ma job, c'est de travailler beaucoup avec des entrepreneurs, je veux pas. Puis la plupart des entrepreneurs que je connais puis qui ont beaucoup de succès, les vrais de vrais self-made men, là, pas celui qui a acheté son père, là, celui qui a vraiment créé son entreprise, tout ça. Tu dis Donald Trump. Un clown. Excusez. La plupart de ces gens-là ne sont pas ostentatoires. Les gens qui vont être très ostentatoires là, au niveau de l'individu, ceux-là qui vont avoir un très haut salaire très rapidement au début de leur carrière. Donc, les professionnels, avocats. Même pas avocats, des fois, si tu commences vraiment avec des salaires de merde, là. Mais médecins, pharmaciens, choses comme ça. Vraiment, quand tu démarres ta carrière avec un bon salaire, souvent, ils ont une tendance à être un peu plus dans les quartiers UP. Il y a un livre qui a été fait de Millionaire Next Door qui était écœurant comme livre pour comprendre la finance, la finance personnelle pour bien des gens. C'est un livre basé sur juste des sondages. Là, puis c'est pas jeune, là, ça date des années 90. Hyper bien fait pour comprendre c'est quoi un millionnaire des années 90 aux États-Unis. Parce que tu te rends compte, c'est qu'aujourd'hui, vivent dans des quartiers de classe moyenne supérieure. Ils ne vivent pas dans les quartiers UP. Il y en a quelques-uns. En fait, tu as les ultra-riches qui disaient dans le livre là, 10 millions et plus. Eux autres vont avoir tendance à des grosses patentes et tout ça. Là. Puis ça devient très, très, très ostentatoire, on s'entend, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire de leur argent non plus. Mais quand tu parles de millionnaire typique, là, celui qui a entre 1 et 5 millions là, ou 1 à 10 millions d'une certaine façon, plus souvent qu'autrement, il y a plus de chances de vivre dans un quartier de classe moyenne. Il y a beaucoup de chances d'investir du temps pour magasiner ses véhicules automobiles, par exemple. Ou s'il ne magasine pas du tout ses véhicules automobiles, il va aller dans le véhicule usagé ou dans le véhicule milieu de gamme. Il n'ira pas dans le haut de gamme. S'il va dans le haut de gamme, il va magasiner énormément. Fait que tu sais, tu es vraiment dans un livre qui explique un peu le fonctionnement des gens, mais ça brise un peu tous les tabous que les gens peuvent avoir par rapport à l'argent, dans le sens que souvent, on a l'impression qu'un riche s'est rendu riche sur le dos des autres, qui veut avoir toujours plus d'argent pour polir son argent, qui veut juste flasher, qui veut juste boire du bon vin, qui veut juste avoir des beaux bijoux. Alors qu'en réalité, c'est très, très superficiel comme analyse parce que la game, c'est que les entrepreneurs finissent plus par tomber en amour avec leur entreprise, voient vraiment leurs employés souvent comme des familles, veulent investir beaucoup de temps et d'efforts pour faire croître l'entreprise parce qu'ils sont au courant que ça fait croître tout le monde à l'intérieur de l'entreprise aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a une affaire, je pense qu'on peut terminer après ça parce qu'on est quand même là. On a tous des femmes et des enfants. Ouais. C'est que tes riches ostentatoires, c'est parce qu'ils sont ostentatoires qu'on a l'image de c'est quoi être un riche. Il y a plusieurs travaux qui font un peu la démographie de qui sont les riches. Et c'est surprenant comment il y a des choses que tu ne t'attends pas si tu prends le cliché de ce qu'on pense voir, c'est rare que ça fit avec le comportement que tu te fais parce que ton échantillonnage que tu te fais pour faire le stéréotype est basé sur un comportement qui est facile à observer. Donc, quelqu'un qui se distingue de la moyenne, le riche est différent de la moyenne. Quelqu'un qui se distingue de la moyenne est plus facile à observer. Mais si en réalité, tu en as une proportion qui ne se distingue pas significativement de la moyenne, ben
là, tu peux avoir un portrait vraiment différent de c'est quoi leur comportement. Puis effectivement, ce que tu vois généralement dans ce groupe-là, tu vas voir beaucoup, dans le 1%, tu vas voir beaucoup de professionnels libéraux. Tu vas voir beaucoup de médecins, d'avocats, notaires, professeurs d'université. Ils sont vraiment nombreux dans cette catégorie-là, ceux-là. Et tu vas voir aussi des entrepreneurs qui réussissent très bien, mais tu vas voir qu'après ça, où est-ce qu'ils vivent, ça ne fait pas exactement avec ça à quoi tu t'attends. Tu vas voir une grande diversité de comportements aussi. Il y a des différences claires entre les groupes, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des overlaps significatifs comme on parlait au début, qu'il n'y a pas des overlaps de distribution dans les comportements. Puis il y en a beaucoup. Fait que c'est pas vrai que c'est un groupe massivement différent. C'est sûr qu'ils sont riches, fait qu'ils ont des choses qui sont possibles pour eux qui ne sont pas possibles pour d'autres. Ben, la Donc, il y a principale des chose différences, mais la principale chose qu'on observe avec les gens qui ont vraiment plus de moyens financiers, là, les trade-offs qu'ils vont faire avec le temps sont importants. Ouais. Moi, c'est ils ont tous des goûts différents, ils ont tous des passions différentes, mais quand ça vient le temps de mettre de l'argent sur la table pour sauver du temps, ils font toute la file. Où est-ce que je signe? C'est vraiment ce qu'on va voir le plus. Je trouve qu'il est le plus commun, autrement dit. Pour le reste, bien évidemment, c'est des êtres humains qui sont tous différents, donc ils ont chacun leur passion. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui est important souvent dans leur vie. De garder ça simple. Oui, exact. On a déjà rendu à 1h30, les gars. C'est pas mal notre moyenne en général. C'est ça que ça prend, de ne pas parler d'un sujet pendant 1 heure, puis après ça, parler de d'autres choses après. C'est correct. Oui, c'est correct. De toute façon, je pense que les gens aiment ça pareil. Là. Quand c'est trop rigide.